Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé à la vision du réalisateur, à son rôle et à quelques grands réalisateurs et réalisatrices. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cours qui est fondamental, on en avait un peu parlé la dernière fois, c'est le langage cinématographique. On va parler de cadre, de mouvement et de composition. Alors tout d'abord, un petit contexte. Le cinéma, bien plus que des simples images en mouvement, donc on a dit que c'était une grande différence par rapport à la peinture ou à la photographie, c'est un art à part entière de la narration visuelle. On va utiliser différents outils, des plans, des angles, des mouvements, des lumières et des couleurs pour justement essayer de tisser des histoires captivantes. Le langage cinématographique va englober l'ensemble des techniques visuelles et sonores que les réalisateurs et les équipes utilisent pour transmettre, c'est notre but fondamental, les émotions et développer une ambiance et structurer la narration. Pourquoi est-ce que c'est crucial au cinéma? Tout d'abord, il faut réfléchir en termes de pouvoir de l'image. L'image est souvent plus puissante que les mots. Le langage humain est apparu bien plus tard. Avant, on a toujours été plus stimulé justement par l'image que par le langage. Une composition bien pensée justement peut évoquer des sentiments, instaurer une ambiance et capturer l'essence de l'histoire sans qu'un mot ne soit même prononcé. Les choix visuels, cadrage, couleur, angle, vont affecter les émotions du public, ils vont orienter le ressenti face au personnage ou à l'action. Sans le langage visuel, justement, le cinéma perdrait en subtilité et en impact. Il est donc crucial pour qu'un film puisse transmettre des nuances émotionnelles, et l'idée est de construire une expérience la plus immersive possible. On peut avoir en tête un gros plan sur le visage d'un personnage qui transmet une émotion brute et directe, tristesse, peur, amour, ou qui peut être instantanément comprise. Un plan large va montrer un personnage seul dans un espace immense, ce qui va symboliser l'isolement et la solitude. On peut voir sur la droite différents gros plans sur différents films et différents personnages. On peut voir tout en haut Get Out, voilà, le personnage principal, c'est une image connue du film. On peut voir au centre 2001 l'Odyssée de l'espace, et on peut voir en dessous un western, un classique. Comment l'image raconte une histoire sans mots? L'image peut narrer une histoire complète sans recourir au dialogue, en se concentrant sur des détails visuels comme les expressions faciales, les gestes, les couleurs et les symboles. On va utiliser plusieurs techniques, on va en parler, notamment le symbolisme. Par exemple, un ciel orageux peut représenter un conflit imminent. Les détails du décor, un espace désordonné, peut suggérer la détresse ou le désarroi d'un personnage. Pour les couleurs, on peut les utiliser pour suggérer une ambiance ou des émotions. On va en reparler aussi de psychologie de la couleur. Par exemple, le rouge peut symboliser la passion, le danger, et le bleu, la tristesse ou l'isolement. Par exemple, on peut réfléchir aussi aux films muets. Donc, au début, le cinéma, on l'avait vu dans l'histoire du cinéma, il était muet. Donc, tout était basé sur le visuel. Les émotions et la progression narrative reposaient justement entièrement sur l'image et le jeu d'acteur. On peut penser aussi à des scènes sans dialogue. On peut voir sur la droite justement la séquence émouvante de l'introduction de Là-haut, du film d'animation Pixar. Euh, Toute la séquence est sans aucune forme de dialogue, et pourtant elle a été extrêmement émouvante. On suit la trajectoire de ces deux personnages jusqu'au moment fatidique. Quels sont les principes de base du langage cinématographique? Donc là, on a parlé de langage cinématographique, donc il y a un vocabulaire spécifique, donc c'est des mots à comprendre et à retenir, évidemment, mais on va le travailler au fur et à mesure. D'abord, le cadre. On parle aussi de cadre ou de cadrage. Il s'agit du choix de ce qui entre ou sort de l'image. En sélectionnant un cadrage spécifique, le réalisateur va guider l'attention du spectateur et accentuer justement des détails importants. Le mouvement de la caméra, le cinéma, pour rappel, cinéma ça vient de kiné, qui veut dire en grec mouvement. Donc l'essence du cinéma, ça reste quand même le mouvement. Le mouvement va donner du rythme et une dimension supplémentaire à la scène, allant du simple travelling au steadicam, on en reparlera par la suite, ce sont des mouvements de caméra, chaque mouvement ayant un effet sur la perception du spectateur. La composition est quelque chose qui est une technique qui est utilisée pas qu'au cinéma, c'est utilisé dans la photographie et dans la peinture, donc on va évidemment encore plus l'utiliser au cinéma. Qu'est-ce que c'est que la composition? C'est l'art de disposer les éléments visuels dans le cadre, de manière équilibrée ou intentionnellement déséquilibrée, selon l'émotion ou l'effet recherché. L'éclairage, utilisé justement pour instaurer des ambiances et jouer sur les ombres. Les couleurs
bien évidemment, avec une palette de couleurs choisies pour transmettre des émotions ou symboliser certains concepts. On va utiliser aussi certaines formes de symbolisme visuel, utiliser de façon récurrente un objet qui peut symboliser telle chose ou telle autre, des couleurs ou un motif qui vont véhiculer justement une signification cachée. On voit sur la droite, on va en discuter par la suite, différentes valeurs de plan, justement, gros plan, etc., plan taille. Et ce sont ces choix-là qui vont donner une ambiance et une intention narrative. Commençons par le cadre. Le cadre désigne, comme on l'a dit, la portion d'espace délimitée par l'objectif de la caméra. Ça détermine ce qui est visible à l'écran et ça influence fortement la perception du spectateur. Quelle utilité du cadre? Tout d'abord, une concentration de l'attention. Le cadre permet de diriger l'attention du spectateur sur des éléments spécifiques, créant ainsi un lien entre l'image et la narration. Ça crée aussi du contexte. En incluant des détails pertinents, le cadre peut établir le contexte spatial et temporel d'une scène. En termes d'émotion et d'ambiance, la manière dont le cadre est construit peut évoquer des émotions, que ce soit par des choix de lumière, de couleurs ou de composition. Quel impact sur la narration? Le cadre sert d'outil narratif, comme on l'a dit. Chaque choix de ce qui est inclus ou exclu, parce que on parle de ce qu'on met dans l'image, mais on peut aussi parler de ce qu'on ne met pas à l'image. Ce qu'on ne met pas à l'image est tout aussi important que ce qu'on met à l'image, ce qui va avoir des implications sur la compréhension de l'histoire. C'est un outil de mise en scène. La mise en scène, c'est l'art de disposer les éléments visuels d'une scène, allant des acteurs aux objets, en passant par les décors et les éclairages. Le cadre joue un rôle essentiel dans cette organisation. Quelle utilité stratégique du cadre? On a dit, ça va créer de la tension. En rapprochant les personnages du port du cadre, le réalisateur peut instaurer une sensation d'imminence ou de danger. On peut avoir en tête le fameux plan culte de film Psychose ou Psycho en anglais. Ça peut créer une isolation, une connexion, donc un personnage peut être isolé par un cadre serré, tandis qu'un cadre plus large peut montrer les interactions avec d'autres personnages ou le monde qui les entoure. Ça peut créer un équilibre visuel, l'utilisation de l'espace négatif, on en reparlera aussi par la suite, dans un cadre peut équilibrer une scène, ce qui va accentuer le caractère d'un personnage à un moment clé. Quelques exemples, on peut avoir des scènes de Wes Anderson, des films de Wes Anderson, qui sont justement, il est connu pour utiliser des cadres symétriques, des compositions très colorées, ce qui va accentuer l'univers visuel et atmosphérique de ces récits. Le réalisateur, c'est celui qui fait un choix. Donc il doit choisir ce qui entre dans le cadre et pourquoi. La décision de ce qui est inclus dans le cadre est cruciale justement pour la narration. Chaque objet, personnage ou décor doit avoir une raison d'être. Tout d'abord, l'idée est d'accentuer les thématiques propres à l'histoire. Les choix de certains objets peuvent renforcer les thématiques du film. Par exemple, une horloge peut symboliser le temps qui passe. En termes de révélation du caractère, le cadre peut inclure des éléments qui révèlent la personnalité d'un personnage, comme des livres dans une bibliothèque qui indiquent ses intérêts et son nom et son statut. En termes de gestion de la perception, en masquant certains éléments, le réalisateur peut manipuler la perception du spectateur, suscitant justement des interrogations et des surprises. Dans Le Parrain, en anglais The Godfather, les choix du cadre de Francis Ford Coppola, donc le grand réalisateur, accentuent les dynamiques du pouvoir, souvent en incluant les éléments de décor riches qui symbolisent la richesse et la corruption. On peut voir sur la droite justement une scène, un plan de la fin du Parrain, justement la fameuse scène du baptême, qui se fait en montage parallèle, on en reparlera aussi par la suite, qui est un moment clé, en mêlant un montage parallèle dans un moment d'innocence et de sacralité, et monté en même temps avec des meurtres en cascade. Qu'est-ce que c'est que le point de vue narratif? Le cadre va influencer le point de vue à travers lequel l'histoire est racontée. Ça va déterminer le degré d'intimité que le spectateur a avec les personnages. Différents types de points de vue, soit c'est impliqué, un cadre serré sur un personnage permet une connexion émotionnelle forte, le spectateur ressent directement les émotions du personnage. On peut avoir une volonté d'avoir une distance avec ces personnages, avec l'utilisation d'un plan large, ce qui va situer le personnage dans un contexte plus vaste, ce qui va mettre l'accent sur son interaction avec son environnement. La façon dont le cadre est utilisé pour présenter les personnages va influencer la manière dont le spectateur s'engage dans l'histoire. Un cadre ouvert peut créer justement cette distance, tandis qu'un cadre rapproché peut susciter l'empathie. On peut avoir en tête les films de Bergman, on peut voir sur la droite Persona, justement un plan très connu du film Persona, qui est caractérisé justement Bergman par des gros plans intenses, qui va renforcer l'introspection psychologique et la tension émotionnelle des personnages. Ensuite, il y a les angles de prise de vue et leur signification.
pareil, ce sont un vocabulaire propre au langage cinématographique, à connaître évidemment, c'est très important. Donc tout d'abord, il y a la plongée. La plongée, c'est l'angle de plongée, justement. Donc comment est-ce qu'on va placer la caméra par rapport à un sujet. Donc l'angle de plongée abaisse le point de vue de la caméra, ce qui peut donner une impression de vulnérabilité ou de faiblesse au personnage. C'est utilisé souvent pour représenter un personnage comme étant dominé ou menacé. Vous voyez que sur l'image à droite, on a le sujet à gauche, la caméra est placée légèrement avec un angle supérieur vers le haut, donc ça fait un effet, c'est comme si une personne qui était plus grande que l'autre regardait une personne plus petite, ça crée directement un sentiment de dominant et de dominé. A l'inverse, justement la contre-plongée, la caméra est placée en dessous du sujet, ce qui va donner une impression de puissance, de domination, de grandeur. Ça va être très souvent utilisé pour des figures d'autorité ou des figures super-héroïques. Il y a aussi la vue zénitale, donc c'est la vue, on parle aussi de vue de point de vue divin, donc c'est la vue d'en haut en fait tout simplement. Ça va créer un sentiment de détachement, de surveillance, voire d'un point de vue, comme je l'ai dit, divin, ce qui va souligner la solitude et l'isolement d'un personnage. On peut avoir, on parle d'effet de tilt ou de caméra de débulé en fait. Donc l'idée de la caméra débulée, c'est d'incliner la caméra sur l'axe horizontal ou vertical pour ce qui va créer une dynamique visuelle et ce qui va impliquer souvent une tension ou une instabilité. C'est utilisé pour évoquer des émotions complexes avec un changement dans la perspective narrative. Donc en gros, si vous avez, moi je suis filmé droit par rapport à vous, si la caméra tourne un peu dans ce sens-là, vous allez avoir l'impression que je suis un peu plus penché, ce qui va créer un déséquilibre sur l'angle de la caméra, et ce qui va renforcer l'idée qu'il y a quelque chose d'instable qui s'est noué. Donc, je ne vais pas le faire ici pour ne pas bouger la caméra, mais vous pouvez comprendre que si je bouge légèrement la caméra, évidemment, ça va créer un sentiment de déséquilibre. Donc on a quelques exemples. On a ici un plan zénital dans le film Blowout. Donc vous voyez, c'est un point de vue divin. Le personnage est écrasé. On a un point de vue omniscient. Donc c'est un point de vue qui n'est pas habituel, hein, donc qui par définition qui n'est pas humain. Sur la droite, on a un plan de type tilt où on parle de débulé en français. Dans le film les 12 singes, 12 Monkeys, vous voyez que par rapport à l'horizon, la caméra est légèrement penchée du côté gauche, ce qui crée un effet de déséquilibre, ce qui ici est justifié par un personnage un peu instable. Ça renforce ce sentiment d'instabilité d'un personnage. On parle aussi de surcadrage, c'est une technique qui est très intéressante en termes de langage cinématographique. Ça va nous permettre de composer le sujet principal qui est lui-même encadré par des éléments présents dans la scène, comme une porte, une fenêtre ou des objets en avant-plan, ce qui va créer un cadre à l'intérieur du cadre principal de l'image. On peut le voir directement sur l'image à droite, on voit, ça vient du film Citizen Kane, donc on a un plan, le réalisateur a fait un choix d'encadrer les trois personnages au premier plan, et vous voyez que tout au fond, à l'arrière-plan, on a une fenêtre, le petit personnage, donc c'est le jeune Kane quand il était enfant, qui est lui-même dans un cadre qui est cette fois-ci physique, hein, donc qui est cadré par la fenêtre, donc c'est ici qu'on a un effet de surcadrage, donc ça c'est fait exprès justement, ce qui va créer justement ce sentiment d'isolement du personnage par rapport aux autres, par rapport au premier plan, et ce qui va suggérer que le personnage est peut-être, pourquoi pas, piégé, isolé, avec un sentiment de claustrophobie ou de vulnérabilité. Ça va aussi créer un effet de focalisation, évidemment, ça attire l'attention, parce que vous voyez qu'il est très démarqué par rapport au reste du plan. En termes de perspective et de profondeur, ça va créer justement une impression de profondeur, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ça va mettre en évidence les relations spatiales entre les personnages et l'environnement. La composition visuelle. La composition se réfère à l'arrangement des éléments visuels dans un cadre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est commun à la photographie et à la peinture. Donc la question, c'est au bout d'un moment, dans un cadre, ok, je sais comment je vais cadrer les choses, mais pourquoi est-ce que je vais mettre tel personnage à gauche, pourquoi est-ce que je vais mettre tel personnage à droite, pourquoi est-ce que je vais mettre un arbre au centre, etc. C'est ici que la mise en scène et votre rôle en tant que réalisateur ou réalisatrice va être fondamental. C'est votre choix de comment je vais mettre chaque sujet, chaque objet au sein de l'image,
Donc il faut raisonner non pas seulement en deux dimensions, parce qu'on peut raisonner en termes de deux dimensions, mais il y a aussi, on n'oublie pas au cinéma, la profondeur. La profondeur, là, donc la troisième dimension, est très importante aussi. Donc pourquoi est-ce que je mets des choses plus loin en fond, pourquoi est-ce que je les rapproche de l'objectif, etc. La composition va influencer la manière dont une histoire est perçue par le spectateur, ce qui va orienter son regard et créer des relations entre les éléments. En termes d'émotion et d'ambiance, une bonne composition peut évoquer des émotions et renforcer des thèmes et aider à construire l'atmosphère d'une scène. La façon dont les éléments sont disposés peut captiver l'attention, provoquer des réflexions et susciter justement des réactions émotionnelles. Tout d'abord, on peut réfléchir en termes de composition géométrique. Pareil, ce sont des termes très importants qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. D'abord, il y a une règle qui est très connue dans la composition, on utilise la règle des tiers. Qu'est-ce que c'est que la règle des tiers? L'idée, c'est de couper votre image en tiers égales. Donc vous voyez, on a coupé en trois en largeur et on a coupé en trois en longueur chaque image. Et vous voyez qu'à chaque fois, il va y avoir des intersections sur les tiers. Donc, comme je l'ai dit, on divise en trois parties égales, horizontalement et verticalement, et on va avoir une grille, cette fameuse grille, de 9 sections. L'idée ici, pour appliquer la règle des tiers, c'est de placer les éléments les plus importants au croisement, aux intersections, qui sont en fait les points focaux qui attirent le regard plus rapidement et qui créent un certain équilibre et une certaine dynamique. Vous voyez que par exemple sur le plan du Joker en haut, on a quasiment le visage du personnage qui est mis à l'intersection supérieure droite, ce qui va créer comme ça déjà un point focal, ça c'est la première chose. Donc, ça attire l'attention, mais ça renforce sa relation avec l'environnement, parce que l'autre point qui est en bas existe, il est tout aussi important, ce n'est pas que... on parle d'espace positif et d'espace négatif. L'espace négatif, c'est ce qui est tout autour du sujet. Il faut réfléchir non seulement, pas seulement à l'espace positif, donc au sujet, mais aussi à tout ce qui englobe le sujet. Et vous voyez que ça va créer comme ça un certain équilibre, une certaine relation entre le personnage et son environnement, surtout à un moment clé où le personnage du Joker, ici, danse. Voilà. Pareil, on voit en bas un plan qui vient de Pulp Fiction, on voit les deux personnages principaux avec Samuel L. Jackson et John Travolta. Vous voyez que les deux visages sont parfaitement alignés sur les points d'intersection, ce qui va créer une dynamique montante, parce que vous voyez qu'il y a on va parler aussi de ligne de force, il y a une ligne de force entre le personnage de John Travolta et le personnage de Samuel L. Jackson, ce qui va créer une composition, une dynamique intéressante dans le cadre de l'histoire. Évidemment, ces règles-là, il ne faut pas les utiliser, on va toujours insister ensemble de ne pas utiliser ces règles de façon mécanique, rien ne doit être mécanique, et encore une fois, quand on apprend des règles de base dans la réalisation, l'idée est de les connaître pour pouvoir les dépasser et s'en affranchir. Ça c'est très important, j'insisterai toujours là-dessus, les règles, surtout les règles artistiques, il faut les connaître, mais il faut être en capacité au bout d'un moment que ça devienne pour vous naturel, donc il faut les travailler de façon classique, et au bout d'un moment, il faut que vous puissiez développer votre propre point de vue. On n'est pas tout le temps obligé de respecter la règle des tiers, on peut casser la règle des tiers, on peut casser d'autres règles. C'est ça qui va être intéressant, c'est ça qui va faire votre singularité en tant que réalisateur. On peut utiliser la symétrie ou la symétrie dans la composition. Donc la symétrie, comme on peut le voir sur le plan à droite, ça vient du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez que le plan est parfaitement symétrique, pas exactement symétrique, mais la composition fait qu'on a quasiment une symétrie parfaite, on a le personnage qui est bien centré dans l'image, et du côté gauche et du côté droit, on a une symétrie sur les personnages qui n'est pas exacte, parce que du côté gauche, on a les prisonniers, et du côté droit, on a les policiers, mais ça renforce un sentiment particulier, ça crée une esthétique agréable pour l'œil. En fait, l'œil aime beaucoup la symétrie, il y a quelque chose de rassurant dans la symétrie. C'est que la symétrie, par définition, crée un équilibre, alors que l'asymétrie, justement, va créer un déséquilibre à l'image, comme on peut le voir sur l'image à droite. Là, cette fois-ci, c'est dans la série Mr. Robot, qui est connu pour faire des compositions totalement asymétriques et totalement déséquilibrées à l'image, où on va mettre les personnages principaux dans des endroits très petits sur l'écran, sur le cadre, avoir un espace négatif, donc on l'a dit, l'espace négatif c'est tout ce qui englobe le personnage, qui est plus important que les personnages eux-mêmes. Voilà.
Donc justement, ça va évoquer des émotions fortes telles que l'angoisse, l'anticipation, etc. En termes de composition géométrique, on peut utiliser, justement, on peut s'inspirer de formes géométriques, par exemple le triangle. On peut voir tout en haut, c'est un plan de Breaking Bad, donc de la série. Vous voyez que en termes de réalisation, on ne s'intéresse pas forcément qu'au cinéma. Et maintenant, les séries sont du même calibre, voire des fois supérieures à certains films. Donc on s'intéresse à la réalisation au sens large, que ce soit pour la série ou pour le cinéma. Donc le triangle, justement, va être utilisé pour diriger le regard et créer une dynamique dans l'image. Ça peut suggérer la stabilité ou le conflit selon une orientation. Un personnage placé à un des sommets d'un triangle formé par d'autres éléments peut créer une hiérarchie visuelle, attirer l'attention sur ce personnage-là. Vous voyez que sur le plan avec Walter White au centre, donc le personnage principal dans Breaking Bad, on a un effet pyramidal. La pyramide crée par définition un sentiment de hiérarchie. C'est pour ça qu'il est placé comme ça, et ce qui renforce son leadership. Le cercle, on peut le voir à droite, c'est dans Gravity. Vous voyez qu'on a une composition totalement en cercle. En plus, le personnage est ici en position fétale, donc ce qui va renforcer ce sentiment de sécurité. Justement, le cercle va symboliser l'unité, l'harmonie et la continuité. Ça peut encadrer des éléments et ce qui va les mettre en valeur. Donc vous voyez que ça a une autre signification. Chaque forme géométrique, il faut réfléchir au fait que chaque forme géométrique implique une certaine forme de symbolisme. Euh, et il faut y réfléchir en tant que tel, c'est-à-dire, comme on l'a dit, le triangle, la hiérarchie, le cercle, l'unité, le côté euh, paix et pacifique, etc. Le carré, ce qui va créer un sentiment rationnel, en fait, etc., etc. Donc il faut réfléchir aux formes géométriques, à leur puissance symbolique. Et là, on parle uniquement, pour l'instant, uniquement en termes de composition. Donc le carré et le rectangle, on peut voir sur la droite, c'est un plan qui vient de 2001 l'Odyssée de l'espace. On voit qu'il y a tout est composé avec des rectangles, des carrés, etc., etc. C'est associé à la stabilité et à l'ordre. Ça va renforcer la structure d'une scène et établir une base solide. Un personnage, justement, dans un cadre rectangulaire, peut symboliser la restriction ou l'encadrement de ses actions, ce qui va créer une certaine forme de tension dramatique. On peut aussi s'intéresser à la spirale, qui est très utilisée aussi dans la réalisation. Ça représente le mouvement, la transformation et l'évolution. Ça attire le regard vers le centre et peut suggérer un voyage intérieur ou un changement de perspective. Par exemple, une scène où le mouvement d'un personnage suit une spirale peut symboliser une quête ou un parcours complexe. On peut voir tout en bas à droite, donc vous voyez que là on a en haut un film et en dessous on a encore une fois une série. C'est la série True Detective, notamment la première saison. On voit un des personnages principaux euh, qui est en train d'enquêter justement. Donc le motif de la spirale est récurrent. Vous voyez qu'on va dans la série True Detective, on utilise le motif de la spirale de façon très récurrente. Et vous voyez que dans la composition ici de ce plan, déjà c'est une vue zénithale, donc vue d'en haut encore une fois, vous voyez que tous ces éléments de l'enquête sont mis autour du personnage sous forme de spirale, ce qui va créer ce sentiment de vertige d'un certain côté, et ce qui montre aussi son raisonnement à un moment donné de l'histoire. Alors, on a parlé tout à l'heure, il y a un mot-clé qui est apparu, c'est les lignes de force, et on va aussi s'intéresser à la profondeur de champ. Donc les lignes de force, ce sont des éléments visuels, les lignes, les formes et les couleurs, qui mènent l'œil du spectateur à travers l'image. En termes d'utilisation, les lignes peuvent être horizontales, verticales ou diagonales, et ça joue un rôle crucial dans la dynamique de la composition. Sur le plan ici qu'on voit à droite avec Superman, qui est dans le film Batman v Superman de Zack Snyder, on voit ici tous les personnages qui tendent leurs mains vers le personnage de Superman, ce qui accentue en fait, ce qui guide le regard du spectateur vers le visage de Superman. Euh, Tous ces personnages-là tendent leurs mains vers Superman, ce qui renforce justement un sentiment de divin, comme si ils approchaient un dieu, justement. Toute cette composition renforce, euh, surtout quand on regarde le film, les questionnements internes justement du personnage, quel est son rôle en tant que simple humain, en tant que Clark, et ce nouveau rôle qu'il a de quasi-divinité pour l'humanité. La profondeur de champ, on a dit, hein, donc le cinéma, que ce soit même pour la photographie, pour le cinéma, on travaille aussi en 3 dimensions, on ne travaille pas qu'en 2 dimensions.
Donc la profondeur de champ se réfère à la zone de netteté dans une image, ce qui va influencer la perception de l'espace. C'est-à-dire qu'on va voir qu'avec les objectifs, l'objectif de la caméra, on peut soit mettre de façon nette le personnage au premier plan, ou au contraire le personnage à l'arrière-plan net, donc ce qui va être au premier plan va devenir flou. C'est la question de la netteté et du flou dans l'image. Donc les choix de mise au point, donc net ou flou, peuvent accentuer des éléments spécifiques, ce qui va guider l'attention du spectateur. Le plan en bas, justement, c'est un plan du premier film Le Parrain, donc c'est un moment clé, donc c'est le décès de Don Corleone, qui est ici vu du point de vue de son petit-fils, justement. Et vous voyez que donc, le petit-fils est net, et à l'arrière-plan, on voit que Don Corleone est en train de décéder, en fait, il est flou. Et ce qui va accentuer justement l'émotion qu'on peut ressentir en tant que spectateur, surtout que ce décès est vécu à un moment très doux, en fait, où le grand-père joue avec son petit-fils. C'est assez émouvant, et encore plus de voir le décès d'un personnage euh, très important dans la saga du parrain. Euh, Si on le voit du point de vue du petit-fils, c'est d'autant plus émouvant, ce qui va renforcer justement l'impact sur le spectateur. Point focal et direction du regard. Le point focal, c'est l'élément de la composition qui attire immédiatement l'attention. Il peut être créé par le contraste, la couleur ou la taille. En termes de rôle dans la narration, ça va guider le spectateur vers l'élément clé de la scène, et ce qui va renforcer le message narratif. Quelques techniques, hein, utiliser des lignes ou des éléments dans l'image qui dirigent le regard vers le point focal, ce qui va créer, justement, donc on peut utiliser les lignes de force. On va le voir avec l'image justement à droite. Et en termes d'impact, hein, donc la direction du regard peut influencer la dynamique entre les personnages et l'environnement. Ici, on a un plan qui vient du film L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford avec en tête d'affiche Brad Pitt. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la figure en silhouette de Jesse James ici, qui attire, donc qui est en position centrale, hein, donc on est sur un plan quasiment symétrique. Ça attire directement l'attention du spectateur par effet de contraste justement avec la lumière qui lui fait face. Vous voyez que lui, il est en silhouette, le personnage, on n'aperçoit aucun détail sur ses habits, voilà, sur la texture de ce qui le compose, hein, c'est juste une silhouette. Et juste en face, il y a une lumière qui le met en avant. Donc il est lui-même en contre-jour en fait. Donc cet effet de contraste attire directement, vous voyez, le regard vers le personnage. Et c'est renforcé par les lignes directrices, on vient d'en parler. Donc vous voyez qu'il y a les lignes directrices des rails euh, qui, qui tendent à aller vers le personnage aussi. Donc ça, le point focal est d'autant plus accentué. Et ce personnage-là est lui-même entouré justement d'une forêt qui semble toute converger, qui est elle aussi en silhouette, qui semble toute converger. Et vous voyez qu'il y a des lignes de force comme ça qui se créent sur le côté gauche de la forêt, avec la perspective, ce qui attire le regard vers le personnage de Jesse James. Vous voyez qu'en termes de composition, il y a une recherche très forte pour créer un plan unique. Évidemment, à côté de cette composition, il y a un autre point focal qui se crée. Vous voyez qu'on a un plan qui est totalement sombre. Là, c'est un accessoire qui va permettre d'attirer encore plus le regard. On est sur un plan quasiment en noir et blanc. C'est la lampe torche que tient sur sa main droite le personnage de Jesse James, qui est un point lumineux, donc par définition, ça attire l'attention du regard, donc, ce qui accentue justement l'attention vers le personnage de Jesse James sur ce plan-là. Donc en termes de composition profondeur, donc il y a des termes clés à connaître aussi. Donc on parle de premier plan, donc qu'est-ce qu'on met le plus proche de la caméra. Il y a des plans intermédiaires, qu'est-ce qui est situé au milieu, donc pas directement proche, qui n'est pas dans une proximité directe avec la caméra. Et il y a évidemment l'arrière-plan, donc ça va être tout ce qui est d'arrière. Donc le premier plan, c'est la zone la plus proche de la caméra, souvent remplie d'éléments importants pour l'interaction avec le spectateur. Ça peut introduire des détails significatifs qui enrichissent la narration. Par exemple, un objet ou un personnage au premier plan peut symboliser un obstacle ou un enjeu émotionnel. Le plan intermédiaire,
ça peut être à différentes... Il y a plein de degrés, hein, donc ça peut être plus ou moins proche du premier plan, ça peut être plus ou moins proche de l'arrière-plan. Tout ça, évidemment, se réfléchit. Donc le plan intermédiaire, c'est la zone qui sépare le premier plan de l'arrière-plan, souvent où se déroule l'action principale. Ça peut établir des interactions entre les personnages et l'environnement. Ça contribue à la dynamique de la scène et au développement de l'intrigue. L'arrière-plan, c'est la zone la plus éloignée de la caméra, ce qui va fournir le contexte et l'environnement de la scène. Ça peut renforcer l'atmosphère et le ton de l'histoire. Des éléments dans l'arrière-plan, justement, peuvent ajouter une profondeur visuelle, suggérer des thèmes, justement, et des informations supplémentaires sur l'intrigue. On peut voir ici un plan Le Bon, la Brute et le Truand. Donc on a le personnage principal de Clint Eastwood ici, qui est au premier plan. On a une information directe sur le personnage, déjà sa position, est-ce qu'il est menaçant, pas menaçant, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'il est... etc. On a des informations sur ses expressions, sur ses vêtements, donc le contexte, on comprend qu'on est dans un western ici. On voit derrière, ce qui est situé juste derrière lui, c'est un cimetière, donc c'est le plan intermédiaire, voilà. Et tout au bout, en fait, on a l'arrière-plan. Il est dans un milieu naturel, c'est le propre du western, donc on est dans l'Amérique profonde et naturelle, justement, qui resitue tout ce personnage-là dans ce contexte géographique, et pas que géographique, évidemment, aussi temporel, puisque le contexte, il est géographique et temporel. Donc les points de fuite, on avait parlé de la révolution de la perspective à la Renaissance. Donc les points de fuite, il y en a différents types. Donc il y a le point de fuite unique, c'est un seul point où des lignes parallèles, on va le voir sur l'image par la suite, se rencontrent, ce qui va créer une perspective linéaire. Ça dirige le regard du spectateur vers un élément central et renforcer son importance dans la narration. Le point de fuite unique, c'est très utilisé par exemple dans la cinématographie de Wes Anderson, ou aussi dans la cinématographie de Stanley Kubrick. Et donc ça peut être un choix artistique d'utiliser justement le point de fuite unique, ce qui va attirer directement. C'est très lisible et agréable à l'œil de voir un point de fuite unique parce que par définition, ça aspire le regard vers un point focal. Deux points de fuite, ça utilise deux points de fuite qui vont créer une composition plus dynamique, souvent utilisés dans des angles de vue obliques. Ça ajoute de la complexité et une tension visuelle, ce qui va permettre d'explorer les interactions entre différents éléments. Trois points de fuite, c'est encore plus complexe, ça implique un agencement tridimensionnel, avec trois points de fuite, souvent utilisés dans des scènes architecturales. Les trois points de fuite, ça va renforcer la profondeur et l'immersion et donner une sensation de réalité augmentée, où l'espace est perçu sous plusieurs angles. Vous voyez ici, donc on a un point de fuite, vous voyez que sur la partie en haut à gauche, on a l'horizon, en fait, on a toujours la ligne d'horizon, qui est ici en orange. On met un point quelque part, qui va être le point de fuite, et vous voyez que si on voulait développer, dessiner en fait un cube, on peut imaginer une maison, un bâtiment, vous voyez que ça crée en fait une sensation de profondeur en fait. On simule en fait une profondeur grâce à ce point de fuite. Là, c'est sur un dessin, mais évidemment, on peut l'utiliser en termes de cinéma. Plus complexe, ça va être deux points de fuite ici en l'occurrence. Vous voyez qu'on a nos deux points de fuite qui sont mis aux deux extrémités, et là, le bâtiment, la profondeur se crée sur ces deux points de fuite là. Les trois points de fuite, ça va être par exemple, justement, c'est quand vous placez votre caméra en dessous d'un... Vous pouvez imaginer que vous êtes à New York, vous placez votre caméra en dessous d'un bâtiment, votre bâtiment va paraître énorme, et en général, il va y avoir trois points de fuite qui vont créer cette profondeur-là. En termes de perspective, on peut avoir en tête plusieurs types de perspectives. Il y a la perspective atmosphérique. La perspective atmosphérique va utiliser la couleur et la clarté pour simuler la profondeur. Les objets éloignés apparaissent plus clairs et flous. On peut le voir sur la droite, globalement. Qu'est-ce que c'est que, encore une fois, la perspective atmosphérique? Pour l'avoir directement en tête, si on regarde des montagnes en général, des chaînes de montagnes qui sont de plus en plus éloignées, il y a un effet en fait pourquoi on parle d'atmosphérique, parce qu'il y a un effet d'atmosphère en fait où par exemple les éléments les plus éloignés vont être dans une brume ou vont être dans des nuages, et en fait le fait d'être de plus en plus éloignés, ça va les rendre un peu moins nets
et ça va les rendre plus désaturés. Et on peut simuler comme ça, si on était juste sur une composition de type pictural, on peut simuler un effet de profondeur grâce à cette perspective atmosphérique. Donc l'idée, c'est de penser que un élément il est situé soit dans une brume, dans un environnement concret, etc., soit dans une fumée, etc., qui va renforcer justement l'effet de profondeur. On a aussi la perspective volumétrique, ça joue justement sur la lumière, l'ombre et la superposition pour créer une impression de tridimensionnalité. Les ombres accentuent les formes, tandis que la superposition d'objets va créer de la profondeur. On a un plan tout en bas, vous voyez, avec les fameuses un effet de ray de Dieu justement, qui renforce en fait l'effet de profondeur. La profondeur de champ, on en a parlé tout à l'heure, c'est utiliser la mise au point pour guider l'attention sur différents plans de l'image. On simule en fait la profondeur. Ça permet de distinguer les éléments au premier plan, au milieu, en jouant sur la netteté et le flou, vous voyez, sur les deux images qu'on voit à droite avec les caméras. On peut notamment composer avec les couleurs. Donc, on va réfléchir en termes de psychologie des couleurs. Les émotions associées justement à chaque couleur. Chaque couleur va évoquer des émotions et des associations différentes. Par exemple, le rouge pour la passion, le danger, le bleu pour la tranquillité. Les choix des couleurs peuvent transformer l'atmosphère d'une scène, influencer ainsi la manière dont ressent les événements qui sont ressentis par le spectateur. On peut le voir sur la droite, donc c'est un peu petit, donc je vous laisserai, si vous voulez faire pause, je vais le lire, je vais prendre quelques exemples. Ici, on a le rouge, hein, qui peut symboliser la passion, l'énergie, ça peut être stimulant, chaud, la puissance, l'amour, l'intensité, l'audace, etc. L'orange va créer un sentiment de chaleur, de gaieté, de création, d'enthousiasme, etc. Le jaune peut symboliser l'optimisme, la gaieté aussi, parce que c'est une couleur chaude, donc il y a aussi évidemment les notions de couleur chaude et de couleur froide. La stimulation, l'énergie, etc. Le vert va créer, pourquoi pas, un sentiment d'apaisant, de rafraîchissant, de naturel. On va voir qu'on peut évidemment inverser cette symbolique. Le bleu va, pourquoi pas, symboliser la sérénité, la confiance, la profondeur, la réflexion, etc. Et le violet peut symboliser le mystérieux, le créatif, le spirituel, le royal, le magique. C'est très utilisé, on va le voir justement dans différents plans. Ici, là c'est un peu plus propre avec des plans de différents films. Donc on voit sur la partie tout en haut à gauche, différents plans, notamment il y a 2001 l'Odyssée de l'espace en rouge, donc on a dit amour, passion, violence, colère, etc. En orange, on a la chaleur, la sociabilité, la joie, l'exotisme. En vert, ici, la nature, l'immaturité, la corruption. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez qu'on a un plan de Maléfique. On le voit un peu en bas avec le Maléfique d'Angelina Jolie. Donc vous voyez que le vert qui symbolise à l'origine la nature, on l'utilise aussi pour symboliser le poison et la corruption. Le rose va ici symboliser, on voit ici avec l'innocence, la douceur, la féminité, mais on peut subvertir justement ce que je vous ai dit. L'idée, c'est qu'on crée des règles. Il y a des règles qui existent, mais l'idée, c'est de les dépasser. Si vous avez regardé les Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, on voit le personnage d'Ombrage, qui est justement habillé en rose, qui est censé être, comme je vous l'ai dit, une couleur de l'innocence, de la douceur, etc., mais qui est un personnage quasiment proto-fasciste, en fait, ce qui crée un décalage narratif entre ce qu'elle montre en public, comme personnage habillé en rose, elle est entourée de petits chats mignons, etc., mais qui est un personnage très dangereux dans le cadre de cette histoire. Donc c'est ce que je vous ai dit, et je vous invite évidemment à dépasser les règles et de subvertir justement ces règles qu'on voit ensemble. Donc le jaune, ça peut symboliser la folie, l'obsession, la naïveté. Et le bleu va être une couleur froide, hein, donc évidemment l'isolation, ça peut être un peu plus cérébral, la mélancolie, la passivité et le calme. Je finis avec le violet. Vous voyez, on a ici différents plans avec Avatar notamment. Donc ça peut symboliser le fantastique, l'éthéré, l'érotisme, l'illusoire, le mystique, la jeunesse. C'est très utilisé pour symboliser le monde des rêves, donc le côté onirique justement. C'est
très utilisé dans ce cadre-là. Alors, on va parler aussi des couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires sont des couleurs opposées sur le cercle chromatique, comme par exemple, on a à droite un exemple de cercle chromatique. Donc, vous voyez que le rouge et le vert sont des couleurs qui sont totalement opposées sur le cercle chromatique. Et justement, elles sont complémentaires. De la même façon, le bleu et le orange, le jaune et le violet. Pourquoi c'est intéressant les couleurs complémentaires? C'est quand elles sont utilisées ensemble, ça va créer un contraste fort et visuel, ce qui va renforcer l'impact émotionnel et attirer l'attention. C'est-à-dire que, on va le voir sur différents plans, associer le rouge et le vert va créer une dynamique intéressante. C'est quelque chose aussi d'agréable d'un point de vue tout simplement de l'œil humain. Le bleu et l'orange aussi, le jaune et le violet aussi, etc. etc. Par exemple ici, on a à gauche, dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on a une association de couleurs complémentaires avec le rouge et le vert. Vous voyez, sur chaque plan, il y a soit beaucoup de rouge et un peu de vert, soit beaucoup de vert et un peu de rouge. Et c'est cette association-là qui crée déjà, c'est réfléchi, première chose. Donc c'est pas laissé au hasard, mais en même temps, ça crée quelque chose d'assez agréable parce que ces couleurs, entre guillemets, matchent bien ensemble. Il y a une bonne complémentarité, par définition, entre ces deux couleurs. On peut avoir ici différentes associations un peu plus complexes sur les plans de droite, avec du orange et du bleu et du vert, par exemple dans X-Men, dans The Island, dans Mad Max Fury Road ou dans Transformers. Vous voyez, ça crée quelque chose d'assez agréable à l'œil. Il faut aussi réfléchir en termes de contraste. Les contrastes, ça fait référence à la différence entre les éléments couleur, luminosité et texture qui attirent l'attention et ce qui va créer de l'impact. En termes de fonction, l'idée est de mettre en évidence des éléments clés, créer du dynamisme et renforcer les émotions. Il y a différents types de contrastes. Les contrastes de couleurs, c'est qui vont utiliser des couleurs opposées pour créer une forte distinction visuelle. Et encore plus au cinéma, les contrastes de lumière. C'est l'alternance entre ombre et lumière pour créer de la profondeur, de la tension. Vous voyez que sur le plan à droite de Zero Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, on a un personnage qui est très blanc, on a un peu plus en arrière-plan, au second plan, on va dire. Les deux personnages sont quasiment dans la même posture, dans la même position. Il y en a un qui se détache beaucoup par la lumière et un autre qui se détache beaucoup par son effet de silhouette, son ombre. Il y en a même un qui est littéralement mis dans l'ombre et l'autre qui est mis dans la lumière. Ce qui renforce, en fait, c'est beaucoup plus impactant, cette composition, vous voyez, et en termes d'émotion sur cette scène spécifique. Donc on a parlé tout à l'heure, j'en parle depuis tout à l'heure, c'est l'espace négatif, on va en parler un peu plus. Donc l'espace négatif, c'est la zone autour et entre le sujet d'une image. Donc en fait, vous prenez votre sujet, donc c'est votre personnage, qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses autour? C'est-à-dire au sens où est-ce que votre personnage est très petit dans votre cadre, ou est-ce qu'il occupe tout l'espace du cadre, etc. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et c'est essentiel de raisonner aussi à l'espace négatif, parce que ça va créer un équilibre et guider le regard. Un espace négatif bien utilisé peut renforcer la solitude, l'isolement ou la tension dans une scène. L'espace positif, ce sont les éléments actifs dans une image, donc les personnages, l'objet qui vont attirer l'attention. Il faut réfléchir à la relation entre les espaces positifs et les espaces négatifs, parce qu'il faut qu'il y ait une interaction entre ces deux espaces, ce qui va créer justement une dynamique visuelle intéressante. Vous voyez ici sur l'image à droite, on a un plan de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. On a ici le personnage qui est tout petit dans le cadre. Il y a un espace négatif très important. Et par ailleurs, vous voyez qu'il y a aussi une perspective atmosphérique. Vous voyez que plus on va dans le plan, il y a une sorte de brume qui l'entoure, qui crée justement ce sentiment de perspective. Et là, cet espace négatif, justement, va renforcer le sentiment d'isolement de ce personnage dans ce cadre-là. La règle des 180 degrés. Donc, la règle des 180 degrés, c'est une directive de base au cinéma et en vidéo qui concerne la continuité spatiale et la compréhension de la position des personnages lors d'une scène. Elle indique qu'une caméra ne doit pas, on va le voir sous forme d'image, que la caméra ne doit pas franchir une ligne imaginaire, on parle de ligne de regard, qui sépare deux personnages ou un groupe de personnages dans une scène. Pourquoi? Parce que, on va le voir, si on change la position des personnages dans un plan, voilà,
on a parlé de langage, évidemment, on peut troubler l'attention du spectateur, parce qu'on dit, en fait, il y avait le personnage A qui était à gauche, le personnage B, on parle de continuité, la continuité est très importante, on va y réfléchir par la suite. Donc s'il y a un personnage A qui est à gauche, personnage B qui est à droite, dans un plan, et si on passe à un deuxième plan, bah, on a inversé la position des deux personnages, il y a quelque chose qui nous sort en fait de la réalité, on ne comprend plus en tant que spectateur, et ça crée de la confusion. Et nous, notre but en tant que metteur en scène et en tant que réalisateur, c'est de faire en sorte que le, le spectateur soit le plus immergé dans notre film, et à aucun moment ils nous disent ok, là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on l'a dit, hein, l'idée c'est de maintenir la cohérence visuelle, ça va permettre de préserver la perception du spectateur sur la direction des actions et les relations spatiales entre les personnages, éviter cette confusion, voilà. Franchir la ligne des 180 sans prévenir peut justement désorienter le spectateur, ça va modifier l'orientation des personnages dans l'espace, ce qui va créer un effet de flip ou de confusion. Vous voyez ici sur la droite, on va essayer d'expliquer un peu plus, mais je m'intéresse pour l'instant un peu plus sur l'image. On a nos deux personnages qui se parlent en fait, donc le personnage bleu et le personnage rouge. Les deux sont face à face. On a plusieurs positions de caméra possibles. Donc l'idée c'est soit la caméra B justement, alors on va s'intéresser d'abord à la caméra A qui est tout en bas, qui filme les deux personnages se faisant face. Vous voyez, donc on a le personnage bleu qui est bien à gauche et le personnage rouge qui est bien à droite. Ensuite, on va avoir des caméras de coupe, justement, qui permettent d'avoir le point de vue de chaque personnage. Donc on a la caméra B qui filme le personnage bleu, mais qui a en premier plan le personnage rouge. Et de l'autre côté, on a la caméra C qui met en avant le personnage rouge, mais qui a en premier plan le personnage, on voit de dos le personnage bleu. Donc vous voyez que si on veut faire des plans de coupe, on veut passer de la caméra A aux caméras B et C, vous voyez que les personnages sont toujours à la même position. D'abord, on les a montrés la bleue à gauche et la rouge à droite. Et bien globalement, vous voyez qu'on respecte cet état de fait. Par contre, si on prenait la caméra D, c'est là où ça pourrait créer une erreur sur la continuité spatiale parce qu'on va changer la position des personnages. Vous voyez que là, cette fois-ci, le personnage rouge va être à gauche, alors qu'il a toujours été à droite hein, sur tous les plans, ce qui peut créer une confusion majeure sur la compréhension en fait, de la géographie. Je vous rappelle que la caméra, in fine, quand on regarde une image, elle est en deux dimensions. Donc la troisième dimension, c'est une illusion qui se crée dans l'esprit du spectateur. Voilà, donc c'est pour ça que quand on parle de langage cinématographique, il faut respecter au maximum ces exemples-là. Voilà. Évidemment, on peut, encore une fois, il y en a qui s'amusent à dépasser ces règles-là, mais il faut avoir une intention scénaristique si vous souhaitez casser cette règle des 180 degrés. Il faut avoir une intention, il faut que ça soit argumenté. C'est ça qui est le plus important, c'est que vous avez développé un point de vue pour pouvoir casser et vous affranchir de cette règle-là. En termes d'exception et de flexibilité, parfois on peut volontairement, c'est ce que je vous dis, franchir cette ligne, mais cela doit être fait avec attention, comme je vous l'ai dit, et sur la coupe des 180. Un autre moyen de traverser la ligne est de couper brusquement un autre plan d'un angle différent pour réinitialiser la spécialité, justement. Vous voyez qu'on peut avoir des techniques pour pouvoir réinitialiser la règle des 180. En termes de symbolisme visuel, l'idée c'est d'utiliser des éléments visuels pour évoquer des idées ou des concepts plus profonds au-delà de leur apparence immédiate. Voilà, donc la technique c'est d'intégrer les objets, des couleurs ou des compositions qui portent des significations symboliques. Le symbolisme peut enrichir le récit, ajouter des couches de signification et inciter le spectateur à réfléchir. On peut voir sur la droite justement différents plans qui viennent cette fois-ci de plusieurs films du Parrain. Donc il y a le Parrain 1 et le Parrain 2 ici. Donc en gros, vous voyez qu'il y a quelque chose de commun à tous ces plans, globalement. Il y a quelque chose qui revient dans tous ces plans, alors que ce ne sont pas du tout au même moment, ni ce ne sont même pas les mêmes films, etc., etc. Vous voyez qu'il y a à chaque fois des oranges quelque part dans le plan. Voilà. Alors sur le dernier plan à gauche, tout en bas à gauche avec Don Corleone, on le voit pas directement, mais c'est un plan connu où le personnage de Don Corleone met de la peau d'orange pour s'amuser avec son petit enfant. Il met une peau d'orange entre ses dents, en fait, ce qui fait rire son petit enfant. Et c'est un moment très important, justement, parce que c'est le moment où, quelques instants, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelques instants avant le plan avec la profondeur du champ du gamin,
Don Corleone va mourir. En fait, ici, dans Le Parrain, l'orange est utilisé, c'est un motif récurrent qui est annonciatrice ici justement de tragédie ou de décès. Oui. Vous voyez que ici, il y a aussi l'idée de subvertir deux choses. Un objet un fruit qui est a priori quand même plutôt positif, c'est-à-dire on aime beaucoup l'orange, on aime beaucoup le jus d'orange, etc. C'est quelque chose qui, pour nous, c'est associé de façon positive plutôt. Et on l'a vu avec la psychologie des couleurs que l'orange, la couleur orange est une couleur plutôt positive et chaleureuse. Et bien ici, Francis Ford Coppola subvertit ces règles-là et fait en sorte que ici, l'orange soit annonciatrice de tragédie. Donc, comment on peut détourner en fait des règles pour créer une nouvelle signification et c'est ça qui va renforcer la singularité de votre œuvre. Ça c'est vraiment très important. Alors sur les types de plans et l'utilisation et l'impact émotionnel. On va voir, on va faire un bilan à la fin, mais on va essayer de voir globalement les différents types de plans. Pareil, c'est très important de les connaître, de les avoir en tête, de pratiquer, de tester aussi, soit sur un petit dessin, soit avec son iPhone, essayer voilà, d'avoir des exemples de différents plans pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut composer. Tout d'abord, les plans larges. Donc un plan large, on peut aussi parler de plan d'ensemble. Ça va cadrer un sujet dans son environnement, ce qui va offrir une vue d'ensemble du décor et des personnages. Ça permet d'établir le contexte spatial de l'histoire, souligner les relations entre les personnages et leur environnement. Ça crée un sentiment par définition d'éloignement ou d'isolement, parce que le personnage devient tout petit euh, à l'écran. Et ça peut également susciter un sentiment de grandeur ou de liberté. On voit ici sur la droite, dans l'Horoscope d'Arabie, les plans larges du désert accentuent la solitude du personnage principal face à l'immensité de la nature. Les plans moyens, eux, cadrent les personnages de la taille à la tête, ça permet d'inclure le décor tout en conservant une connexion personnelle. C'est idéal pour les dialogues, ça va faciliter l'interaction entre les personnages, offrir un équilibre entre le contexte et l'émotion. Ça favorise l'empathie en rapprochant le public des personnages, et ça permet d'établir une connexion plus intime tout en maintenant une certaine distance narrative. Vous voyez, hein, sur l'exemple de droite, c'est dans Pulp Fiction, on a les deux personnages qui sont ici dans un couloir d'un bâtiment. On est quand même assez proche d'eux, mais pas trop non plus, on n'a pas un gros plan. Et donc ça permet de les situer dans le contexte ici, on les voit en plus dialoguer. Donc justement, ça va rendre leur échange encore plus engageant. Les plans rapprochés cadrent un sujet de près, souvent un visage, pour capturer les détails et les émotions. C'est utilisé pour révéler les émotions internes d'un personnage, mettre l'accent sur des éléments spécifiques tels que des objets ou des expressions. Ça renforce l'immersion du spectateur dans l'état d'esprit du personnage et ça crée une connexion émotionnelle forte. Hein. C'est notre but, hein, c'est de créer une connexion émotionnelle forte avec les spectateurs et générer justement des sentiments d'intensité ou de tension. Dans la liste de Schindler, c'est l'exemple à droite, hein, on a un plan vous voyez, très marqué, donc c'est un film, la volonté de Spielberg ici, parce que c'est une thématique très difficile, donc la Shoah, tout le film est filmé en noir et blanc, donc ici on a un plan rapproché sur le personnage de Schindler, justement, à un moment clé du film. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il a un peu les larmes aux yeux en même temps, donc c'est un moment très important. Et ça va souligner, impacter encore plus l'émotion du spectateur. Ça va renforcer les émotions du spectateur. Il y a aussi les plans subjectifs. Donc, les plans subjectifs, c'est de voir les choses du point de vue d'un personnage. C'est comme si on avait une caméra, vous pouvez imaginer la GoPro par exemple, qui est placée sur un personnage, et on voit les choses de son point de vue, on voit ses mains, etc. etc. C'est créé pour créer une connexion directe avec le personnage et les spectateurs, c'est utilisé pour renforcer l'identification du public avec les émotions du personnage, ça suscite l'empathie en plaçant le public dans la pose du personnage, accroît l'intensité des scènes d'action ou de tension. Dans le film Enter the Void, on le voit à droite ici, en fait, vous pouvez croire que en fait, c'est une caméra qui est filmée sur le personnage, mais en fait non, c'est le personnage qui se regarde dans le miroir. C'est-à-dire que là, il y a un effet technique qui est fait pour simuler cet état de fait. En fait, c'est le personnage lui-même qui se regarde dans le miroir. Évidemment, c'est un peu comme la magie, il y a des techniques derrière pour pouvoir filmer sans qu'on voit à aucun moment la caméra dans le miroir. Alors, petite parenthèse, on va l'utiliser nous dans l'étude
dans nos exemples d'exercices etc. Donc, je le dis, hein, ma toute première série que j'ai développée, qui s'appelle la série IO, est entièrement tournée en point de vue subjectif, justement. Donc, c'était un choix à la fois technique pour des raisons pratiques, en fait, voilà, et en même temps un choix artistique de tourner, c'est un défi créatif de pouvoir tourner toute une série d'un point de vue, du point de vue subjectif. Voilà. Donc, je vous invite évidemment par la suite, si vous suivez le programme Filmonaute, vous allez pouvoir faire ces exercices, hein, je vous invite à vous inscrire, et sinon, je vous invite à regarder tout simplement la série IO qui est disponible gratuitement sur YouTube. Alors, quelques définitions pour être plus précis. Donc, on a parlé des différentes grandes échelles, on va essayer d'être un peu plus précis. Donc, on a le plan général. La codification est très importante. Quand on écrit PG, PE, etc., ça va être très important parce que on reparlera par la suite de storyboard, etc. Donc, quand on va créer nous-mêmes nos propres plans, on ne va pas écrire à chaque fois, moi je veux un plan général, un plan d'ensemble, un plan de demi-ensemble, etc. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu la façon dont on les écrit, euh, donc PM, PA, etc., pour pouvoir, quand on va travailler avec d'autres équipes techniques, c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent, pouvoir dire, moi je veux un PG, un PM, ça va beaucoup plus vite. Donc le PG, ça situe l'action dans un contexte géographique, ça montre la totalité du décor sans se concentrer sur les personnages. On peut avoir en tête la vue de Manhattan depuis le fleuve. Un plan d'ensemble, on va du plus large en fait au plus intime. Le plan d'ensemble, c'est un plan d'exposition qui permet de distinguer les personnages et leurs actions. Ça se concentre sur un lieu de la taille approximative d'une rue ou d'une place, par exemple les tribunes d'un champ de course. On a le plan de demi-ensemble qui couvre une partie du décor ou de l'action, c'est focalisé sur un groupe particulier. C'est utilisé en intérieur pour montrer des interactions spécifiques, par exemple des avocats qui descendent les marches d'un palais de justice. On a le plan moyen, le PM, ça cadre un ou plusieurs personnages en entier, qu'on voit leurs pieds, hein, situant les personnages dans un espace, par exemple l'avocat et ses clients qui discutent dans la cour de justice. On a le plan italien qui montre un personnage jusqu'au mollet. C'est une utilisation un peu désuète aujourd'hui ça a été remplacé par le plan américain. Alors pourquoi plan italien et plan américain? Parce que c'était au moment la mode des films de western ou des western spaghetti. Donc justement, où on tournait à la Cinecittà en Italie pour tourner les films de western. Globalement, en gros, vous savez que les cow-boys, ils ont toujours un pistolet proche d'eux, en fait. Et donc, en gros, ce sont les fameux moments de confrontation entre deux cow-boys. Il y avait un moment de tension, un moment où ils devaient se faire face et où ils allaient tirer, justement. C'est pour ça que c'est resté, on parle de plan italien ou de plan américain. Le plan américain, lui, il va cadrer les personnages à mi-cuisse. Ça permet de montrer des dialogues sans déplacer la caméra. On peut utiliser, par exemple, s'il y a une relation entre un avocat et ses clients. On a le plan mi-moyen, ça cadre les personnages à la ceinture, ça isole un ou deux personnages, par exemple un plan de séduction ou de bagarre naissante. Le plan rapproché, ça cadre le personnage à la poitrine vers le haut, ça capture les émotions, vous voyez, on se rapproche de plus en plus du sujet. Par exemple, un avocat qui chuchote à son client. Alors le gros plan, le GP, permet de lire directement les émotions d'un personnage, c'est utilisé pour l'analyse psychologique, donc là c'est bon, on voit la tête en fait du personnage. Ça peut être l'étonnement ici d'un client. Le très gros plan, ça montre un détail du visage ou du corps, ça va servir le suspense, on peut avoir un zoom sur les yeux, par exemple, un zoom sur la bouche, pourquoi pas sur les oreilles, par exemple sur une main, etc. Et ensuite le plan d'objet, donc le plan d'objet c'est pas une valeur de plan autant que telle, mais c'est que l'idée c'est qu'on va avoir un plan très proche d'un objet spécifique, par exemple le plan d'une moto neuve, et l'insert, qui n'est pas encore une fois une valeur de plan, mais qui est très utilisé, c'est un plan monté à l'intérieur d'un autre, servant de détail explicatif. Par exemple, ça peut être l'insert, c'est comme si on insère un plan entre deux autres plans, du décompte temporel d'une bombe. Par exemple, si deux personnages sont en train d'essayer de débloquer une bombe, de déminer une bombe, les deux parlent et on les voit parler dans un plan A, on passe à un plan, on voit la caméra, le décompte, et ensuite on repasse aux deux personnages qui parlent. Vous voyez, on parle ici de plan d'insert. Alors ici on a différents exemples, ça en résumé, on va du très gros plan au plan moyen ici, donc le plan moyen c'est jusqu'au pied en fait.
On voit tout en bas un plan d'Acer, c'est ce que j'ai dit, hein. Donc là on a un plan, ça vient du Seigneur des Anneaux. Bah, on fait c'est un très gros plan en fait sur l'anneau lui-même, mais on ne parlera pas ici de très gros plan en fait, c'est parce que c'est plus centré sur un personnage. Et vous voyez ici, il y a différents films, d'un plan d'ensemble jusqu'au très gros plan. On va essayer de voir différents films. Ici, tout en haut à gauche, on a Seul sur Mars. Donc, on voit le personnage incarné par Matt Damon, bah, qui est bloqué sur Mars justement, donc on le voit dans son environnement. En bas, on a un plan moyen. Vous voyez, donc le plan moyen, c'est ce qu'on voit aussi sur le petit schéma à gauche. On voit le personnage jusqu'au pied en fait. Donc c'est un plan ici qui vient du film euh, Django de Quentin Tarantino. On a le plan genou juste en bas qui est utilisé dans le film Usual Suspect. Justement, c'est un mugshot ici, ils sont pris en photo par les policiers. Donc, vous voyez que voilà, ça permet de les cadrer correctement, de voir leurs différentes postures et réactions. On a un plan américain ici qui n'est pas utilisé dans un western, mais vous voyez, ça peut être utilisé dans le genre super-héroïque avec Wonder Woman, qui renforce en fait l'impact de son côté héroïque. On a un plan rapproché ici, tout en haut à droite, avec dans les films X-Men. Donc le plan rapproché, on voit quasiment la poitrine ou le buste du personnage. On peut avoir un gros plan moyen euh, dans le film There Will Be Blood. Euh, alors là, j'ai un petit doute, c'est pas There Will Be Blood, j'ai confondu. Je vais retrouver, c'est pas Zero Will Be Blood. Je vais peut-être retrouver tout à l'heure. Euh, et on a, en tout cas c'est Javier Bardem, et on a un plan, un gros plan, euh, toujours dans le film Usual Suspect, et un très gros plan tout en bas. On revient ici sur Magneto, le personnage de Magneto dans X-Men. Vous voyez, donc on est plus basé euh, sur euh, centré sur les yeux du personnage. Optique de la caméra. Là, c'est très important parce que il faut comprendre que, évidemment, il y a des intentions artistiques, mais il y a aussi des contraintes techniques. Il faut comprendre les contraintes techniques, donc la caméra par essence. L'idée, c'est pas forcément de tout maîtriser. Il y a des spécialistes des caméras, évidemment, qui travailleront avec vous, mais il est important en tant que réalisateur de comprendre euh, la technique propre à la caméra, globalement, de savoir la vulgariser justement et de pouvoir vous permettre de mieux communiquer justement avec les autres, avec l'équipe technique. Donc l'optique de la caméra, ça concerne les lentilles et leurs propriétés, ça influence la manière dont une image est capturée. Justement, si on veut jouer sur la profondeur de champ, bah, en fait, c'est lié à la lentille, à la position de la lentille, la luminosité aussi, etc. Alors quelques paramètres optiques. On a parlé de la profondeur de champ, on va essayer de comprendre un peu plus en termes de technique, hein. Donc la profondeur de champ, ça désigne la zone de netteté d'une image. C'est influencé par l'ouverture justement de la lentille, la distance au sujet et la focale de la lentille. Vous voyez qu'on a ici des termes techniques propres à la caméra. Profondeur de champ faible, c'est un sujet est net. On peut le voir en haut, justement. Donc on a un personnage qui filme un animal. Donc le sujet qui est filmé ici, c'est l'animal en l'occurrence. Donc le sujet est net sur un fond flou, souvent utilisé pour attirer l'attention du spectateur. Vous voyez qu'ici, l'animal est en l'occurrence euh, net, tout en haut, et le décor est flou. Euh, Ça crée une intimité et ça concentre l'attention sur les émotions du personnage. Ça va rendre le spectateur plus empathique envers ses expériences. Une profondeur de champ grande, tout est net, justement. Euh, c'est utile pour les paysages et les scènes où plusieurs éléments sont importants. Ça établit un sens de l'échelle et du contexte. Ça permet au spectateur d'apprécier l'environnement et de comprendre les interactions complexes entre les personnages et leur milieu. Vous voyez tout en bas, ici, il y a une grande profondeur de champ sur l'image tout en bas en fait. Cette fois-ci, le sujet est net, mais aussi l'arrière-plan est net aussi. Alors, l'ouverture et l'exposition. Donc, l'ouverture, ça, c'est un terme technique, encore une fois. En anglais, on parle de f-stop. Euh, Ça détermine la quantité de lumière qui pénètre dans la caméra et influence la profondeur de champ.
d'abord, il y a une ouverture, on parle d'ouverture large ou d'ouverture étroite. Donc, il faut le voir dans l'autre sens. Donc, ouverture large, on parlera de petit f-stop. Et ouverture étroite, on parlera de grand f-stop. Donc, l'ouverture large, justement, donc on a ici, ça va permettre d'avoir plus de lumière avec une profondeur de champ faible. C'est idéal pour les scènes sombres et créer un flou artistique. En termes d'impact, ça renforce le mystère ou l'intensité d'une scène, ce qui va guider l'interprétation du spectateur vers des émotions spécifiques. On a l'ouverture étroite, donc un grand f-stop, c'est moins de lumière, avec une profondeur de champ grande, utilisée pour des paysages ou des scènes lumineuses. En termes d'impact émotionnel, ça offre une clarté et une perspective qui peuvent évoquer la sérénité ou la grandeur d'une scène. Justement, si on voit sur la droite entre les différents f-stop, donc quand on dit petit, vous voyez que on voit ici le diaphragme de la caméra qui est plus ou moins ouvert. Rappelez-vous du cours qu'on avait vu en tout premier lieu sur l'histoire de l'image. On parlait de caméra obscura, on parlait d'un petit trou qui permettait d'avoir l'image, de capter la lumière en fait. Et bien ici, le diaphragme permet de simuler la quantité de lumière qu'on souhaite avoir. Évidemment, si le diaphragme est plus ou moins ouvert, on va avoir plus ou moins de lumière et donc plus ou moins de netteté. Donc quand on a ici, on a différents f-stop, donc on a tout à gauche, on va avoir une ouverture large, avec plus de lumière et une faible profondeur de champ. Vous voyez. Et tout à droite, plus on va vers la droite, on va avoir une ouverture très étroite, avec moins de lumière, justement. Par définition, il y a moins de lumière qui passe, mais avec une grande profondeur de champ, justement. Donc, vous voyez que c'est une question de dosage. Qu'est-ce que je souhaite avoir à l'image? Est-ce que je veux avoir plus de lumière et une faible profondeur de champ? Est-ce que je veux avoir moins de lumière mais une grande profondeur de champ? Donc, vous voyez que là, c'est des outils beaucoup plus techniques, mais qui sont très importants à connaître. Ce qu'il faut connaître, en fait, c'est plutôt le dessin à droite. C'est est-ce que je veux avoir plus de lumière avec une faible profondeur, etc., etc. La distorsion optique. La distorsion optique se produit lorsqu'une image capturée diffère de la réalité en raison des propriétés de la lentille. Il y a différents types de distorsion. Il y a la distorsion en barillet, on peut le voir à droite. Donc, en fait, ce sont les propriétés de la lentille en fait, qui créent en fait, une déformation de l'image. Donc, les lignes droites apparaissent courbées vers l'extérieur, souvent observées dans les lentilles grand angle. Vous voyez sur l'image en haut à droite, on a la ligne d'horizon. Vous voyez que sur les extrémités, l'horizon de la mer en fait ne touche pas en fait l'horizon parce que ça a été un peu déformé. Il y a la distorsion en coussinet, donc les lignes droites semblent courbées vers l'intérieur. C'est généralement dans les cas des lentilles téléobjectifs. On peut le voir à droite aussi. Vous voyez que cette fois-ci, on a changé un peu la lentille. Et cette fois-ci, si vous voyez, en gros, la mer est légèrement sur les extrémités et légèrement au-dessus de la ligne d'horizon. Ça peut avoir une utilisation intentionnelle de distorsion pour créer une atmosphère ou un sentiment particulier. Les filtres optiques. Les filtres sont des accessoires optiques qui modifient la lumière entrant dans l'objectif, et ce qui va influencer l'aspect final de l'image. D'abord, on a les filtres polarisants. Les filtres polarisants, ça va réduire les reflets et augmenter la saturation des couleurs. On peut le voir sur la droite, justement. C'est surtout quand on veut filmer des lacs, de l'eau ou de la mer, etc. Donc, la surface de l'eau, en fait, va réfléchir beaucoup de lumière. Donc ça peut créer un sentiment de flou et de grande exposition de la lumière sur l'objectif. Donc l'idée, c'est de réduire un peu cet effet d'excès de lumière dû à la haute réflexivité de l'eau. Donc on a à gauche, vous voyez que si on n'utilise pas de filtre polarisant, donc on a une belle image, etc., mais on ne voit pas le fond, parce que en fait, tout est réfléchi par la surface de la lumière. Avec un filtre polarisant, je vais y revenir, hein, ça permet justement, vous voyez, d'avoir un effet de netteté et de profondeur dans ce qu'on voit dans l'eau. On voit les choses dans l'eau de façon plus nette. Donc la polarisation, c'est un phénomène, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un effet physique, en fait. Pour aller très très vite, globalement, la lumière, c'est un effet, c'est à la fois une onde et une particule. Je ne vais pas rentrer dans la physique et dans la physique quantique et dans l'électromagnétisme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière, c'est une vibration. Elle vibre dans un sens spécifique,
Et en gros, le filtre polarisant, il nous permet justement de filtrer des ondes euh, qui vibrent dans un certain sens, justement pour garder uniquement les ondes de lumière qui nous intéressent. Justement. Donc ça, c'est le principe globalement. J'essaie de vulgariser pour vous très rapidement euh, ce que c'est que la polarisation d'un point de vue physique. Donc en termes d'impact, hein, sur les filtres polarisants, ça accentue l'intensité visuelle et les contrastes de l'image, ça va créer une atmosphère plus vive et dramatique, souvent utilisée pour des scènes en extérieur. Il y a ensuite le filtre ND, donc on parle de Neutral Density, qui réduit la quantité de lumière sans affecter la couleur. On peut le voir en bas à gauche, justement. Euh, Ça permet des flous artistiques et une faible profondeur de champ en pleine lumière. Ça va renforcer l'intimité ou l'isolement du sujet et apporter une dimension plus contemplative aux scènes. On a aussi les filtres colorés. Donc les filtres colorés ou filtres de conversion, ça modifie la teinte de l'image en ajoutant des nuances spécifiques, bleu pour refroidir, orange pour réchauffer. Ça va altérer l'ambiance de la scène en fonction des couleurs choisies, bleu pour une sensation de distance ou de froideur et orange pour pour la chaleur ou de la nostalgie. On peut le voir sur la droite avec différents types de filtres ou un filtre de type 3200K ou des filtres de type 5500K. K étant des Kelvin, c'est une unité de mesure par rapport à la lumière. Ensuite sur les lentilles et les zooms optiques. Alors on va s'intéresser cette fois-ci, ce qui est très important, à la focale. La focale d'un objectif est la distance entre le centre optique de la lentille et le capteur d'image, ce qui est mesuré. On voit en haut à droite sur le petit schéma. Ça doit peut-être vous rappeler des souvenirs de physique au lycée. Elle détermine justement la focale, le champ de vision et l'angle de vue de la caméra, ce qui va influencer ainsi la composition de l'image. Il y a différents types de focales. Donc, il y a des focales courtes, focales standards et des focales longues. Donc les focales courtes, elles vont faire moins de 35 mm. Les focales standards environ 50 mm et les focales longues plus de 70 mm. Vous voyez qu'avec différents types de focales, ça va de 18 mm à 300 mm. Vous voyez que le rendu à l'image n'est pas du tout le même. Avec une focale courte, vous voyez que en fait, notre objectif c'est de voir en fait, la maison rouge, en fait elle n'est pas du tout visible. Donc, mais ça, encore une fois, c'est la question, c'est qu'est-ce que je veux montrer à l'écran. Avec un téléobjectif, avec une focale longue, vous voyez que cette fois-ci, tout en bas, avec une focale de 300 mm, on peut voir de façon plus nette la maison rouge. Il y a différents types de lentilles. Il y a des lentilles à petit angle, donc c'est avec des champs de vision très larges, moins de 20 mm, ce qui va accentuer encore plus la distorsion des perspectives. Ça renforce le dynamisme de la scène, ce qui va créer une immersion intense ou une connexion avec l'action, mais peut également provoquer une sensation de désorientation. Et il y a les lentilles grand angle, des champs de vision plus larges, moins de 35 mm, qui créent une perspective exagérée, souvent utilisée pour des paysages ou des scènes intimes. Ça amplifie la grandeur et la claustrophobie d'un espace et renforce ainsi les émotions d'isolement ou d'émerveillement. Il y a les lentilles standards hein, qui reproduisent globalement le champ de vision humain, généralement autour de 50 mm, en format plein cadre. Ça offre une perspective réaliste qui permet aux spectateurs de s'identifier facilement aux personnages et à leurs environnements. Il y a après les lentilles téléobjectifs, hein, comme on l'a vu, hein, qui sont plus de 70 mm, qui permettent de capturer des sujets éloignés, de compresser justement. Il va y avoir un effet de compression des perspectives avec les lentilles, avec les grandes focales. Ça isole les personnages des décors et accentue les émotions personnelles et les tensions dramatiques. Alors on peut le voir ici, justement, c'est un résumé entre la relation entre la taille de la focale et l'angle de champ. Donc l'angle de champ, c'est ce qui est visible en fait dans le cadre. Globalement, il faut avoir en tête l'idée de la relation, qu'il y a une relation un peu à l'envers, qui est que plus vous avez une petite focale, donc on est plutôt sur la gauche avec les focales de type 24 mm et 35 mm, plus votre angle de champ, donc ce qui va être visible à l'écran, va être justement grand. Il y a une relation à l'envers, petite focale, grand angle de vue. Voilà. C'est l'effet un peu fisheye. Donc, si vous avez utilisé une GoPro par exemple, quand vous filmez, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans votre chambre ou autre. Vous allez voir tous les détails de la chambre, mais vous allez voir que ça va créer un effet de distorsion avec un effet courbé. Donc, c'est le fameux effet fisheye. Et à contrario, quand on prend une très grande focale, qui va nous permettre de faire un téléobjectif, de voir des éléments
très loin dans le plan, on va avoir justement un angle de champ plus réduit. Vous voyez qu'il y a une relation à l'envers. Grande focale, petit angle. Euh, mais par contre, ça va aussi compresser les éléments dans la profondeur, donc ils vont être compressés dans la perspective. Il y a aussi les techniques de zoom. Le zoom consiste à modifier la focale justement de la lentille pour rapprocher ou éloigner le sujet sans déplacer la caméra. Le zoom avant, ça rapproche le sujet, ce qui va créer une intensité émotionnelle et une focalisation sur les détails. C'est utilisé pour amplifier l'intensité d'une scène et accentuer les émotions d'un personnage, par exemple un moment de tension. On peut le voir sur la droite justement. Donc évidemment, il faut l'imaginer en mouvement. Donc il y a un effet de zoom, hein, c'est un plan continu. Donc on a un moment clé dans Shining. On a Jack Nicholson, la caméra. En fait, c'est pas la caméra qui bouge, hein, c'est vraiment la lentille elle-même qui bouge pour créer un effet de zoom. Euh, et donc vous voyez que au début on a un plan de type buste, et au final on a un très gros plan sur le visage du personnage, ce qui renforce en fait ce côté inquiétant à ce moment-là. Le zoom arrière, lui, va éloigner le sujet, donnant une perspective plus large, avec une distance émotionnelle ou un contexte. On a en termes d'impact, hein, ça souligne la solitude ou la vulnérabilité d'un personnage dans un environnement. Donc on peut le voir en bas à droite dans le film Barry Lyndon, on a deux personnages qui discutent, et en fait la caméra, c'est pas la caméra, donc la focale de la lentille se déplace justement, et ça crée un effet de dézoom. Vous pouvez le voir encore plus sur les slides, sur la dernière image, où les personnages ils sont maintenant dans un plan d'ensemble. Mais aussi, on peut utiliser la vitesse du zoom. C'est-à-dire que le zoom, il peut être plus ou moins rapide. Soit on fait un zoom très lent, qui prend son temps, soit on fait un zoom très rapide, qui va avoir une autre intensité. Donc vous voyez qu'on peut jouer sur beaucoup de paramètres. Donc, la vitesse du zoom désigne la rapidité avec laquelle la focale change, rapprochant ou éloignant le sujet en temps réel. Donc le zoom lent, ça permet d'approcher progressivement un sujet, intensifier l'attention ou créer une connexion émotionnelle plus profonde avec le spectateur. Le zoom rapide est utilisé pour surprendre, choquer ou dramatiser un moment, amplifiant un sentiment de panique, d'urgence ou de confusion. Dans une scène de suspense, par exemple, un zoom lent peut isoler un personnage, ce qui va augmenter la tension, tandis qu'on s'approche de son visage ou de ses émotions. Si vous êtes fan des films de type Kung Fu, Bruce Lee, etc., c'est très utilisé justement de façon... c'est devenu un langage typique des films de Kung Fu, justement, où on a un zoom rapide comme ça sur le regard du personnage, et pour montrer en fait sa détermination au moment d'un combat. Il y a aussi l'effet de zoom compensé. Donc le zoom compensé, on parle aussi d'effet vertigo, en lien avec le film Vertigo d'Alfred Hitchcock, il est un des premiers à l'utiliser, qui consiste justement à effectuer simultanément un zoom, donc c'est la lentille qui bouge, ça peut être soit un zoom avant ou arrière, et cette fois-ci, on va y associer un mouvement de la caméra dans la direction opposée. Ce procédé modifie la perspective de l'arrière-plan tout en maintenant le sujet au même endroit dans le cadre. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui bougent. Il y a la lentille elle-même qui bouge dans la caméra, qui nous permet de faire un zoom avant ou un zoom arrière. Et dans le même instant, la caméra elle-même est en mouvement, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire que si on zoome vers le personnage, la caméra va s'éloigner du personnage. Donc vous voyez ici sur la droite, dans Les Dents de la Mer, c'est utilisé justement pour accentuer la panique. Vous voyez que le personnage lui-même occupe globalement le même espace, mais si vous regardez bien derrière lui, l'arrière-plan à lui a bougé, justement, parce qu'il y a un effet de zoom compensé. Euh, on s'approche du personnage et en même temps, la caméra s'éloigne. Ou inversement, puisqu'on peut le faire dans les deux sens. Vous voyez que ça crée un sentiment particulier. En termes de format de pellicule et ratio d'image, d'abord, les formats de pellicule désignent les dimensions et proportions utilisées pour capturer des images sur un support filmique. Ça, c'était à l'époque, encore une fois, à l'époque, c'est quelque chose d'historique à l'origine. On utilisait évidemment la pellicule à l'origine, avant l'apparition de la technologie numérique. Et donc, le terme pellicule est resté pour décrire différents formats et styles d'image, qui va refléter l'héritage visuel du cinéma classique. En termes d'évolution technique, les différents formats de pellicule, comme le 35 mm ou le 70 mm, ont façonné le langage visuel du cinéma et influencé la manière dont les histoires sont racontées ou perçues. En termes d'esthétique, chaque format offre une qualité d'image et une profondeur de champ unique qui contribuent à l'expérience sensorielle et émotionnelle du spectateur.
On voit sur la droite différents types de pellicules. En fait, c'est comme ça, en fait, au tout début. Donc, il y avait évidemment, au tout début du cinéma, on ne pouvait pas avoir beaucoup d'images à l'écran. Donc, on avait le format 8 mm. Puis après, il y a eu des évolutions successives. Il y a eu le 16 mm à un moment donné. Et enfin, il y a eu le 35 mm. C'est la taille, en fait, tout simplement, euh, de l'image sur la pellicule. Et on a eu des évolutions, cette fois-ci avec le 70 mm, avec des pellicules plus larges, justement, qui permettent d'avoir beaucoup plus de choses à l'écran. Et plus récemment, on a le format IMAX, qui donne encore un effet d'échelle assez phénoménal. Donc le 35 mm, c'est devenu le standard cinématographique. C'est le format de pellicule classique, très utilisé au cinéma pour sa qualité d'image et son rendu naturel. Ça crée une immersion cinématographique traditionnelle, ce qui va donner au spectateur une expérience classique. Ça permet de détails riches, sans trop de distorsion, ce qui va favoriser l'authenticité et la beauté visuelle. C'est utilisé pour capturer des détails intimes et réalistes, idéal pour les films dramatiques. On va voir différents exemples et un résumé justement pour situer en fait toutes les images. Là, c'est un exemple dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Ici, on a un exemple en 35 mm. On a ensuite le 70 mm qui est utilisé pour les épopées ou les panoramas. Donc là, vous ne voyez pas trop la différence pour l'instant. En fait, si on regarde comme ça, vous voyez que l'image est quand même un peu plus grande. Il y a un peu plus d'informations qui apparaissent. Mais dans l'image finale qui résume tout, vous allez pouvoir voir un peu plus les différences. Ça amplifie la grandeur et l'ampleur des paysages. C'est parfait pour des scènes épiques ou des moments spectaculaires, ce qui crée une expérience immersive et qui envahit la vision périphérique. C'est très utilisé aussi dans Laurence d'Arabie, justement pour capturer les vastes étendues désertiques et renforcer l'impression d'infini. On a le format IMAX, là vous voyez que là, il y a totalement une différence. Avec le format IMAX, il y a beaucoup plus de détails, le personnage n'est pas centré de la même façon, etc. C'est un format haute résolution qui utilise une pellicule de 70 mm et un rapport d'image 1.43 à 1 ou 1.90 à 1, conçu pour des écrans géants, ce qui va offrir une qualité visuelle inégalée. Ça enveloppe le spectateur dans l'image, rendant chaque détail et mouvement plus intense. Il y a plus d'informations, plus de détails, voilà, on est encore plus immergé. C'est idéal pour des scènes épiques ou immersives où le spectateur doit ressentir la grandeur et la profondeur de l'environnement. C'est parfait pour les documentaires et les films, un grand spectacle comme Dunkerque, en français Dunkerque tout simplement, ou Interstellar, où l'immersion visuelle amplifie l'impact émotionnel des paysages et de l'action. Vous voyez ici, là, on a une meilleure comparaison entre le 35 mm, qui est plus petit, et 70 mm, et l'IMAX. Vous voyez qu'on n'a pas exactement les mêmes données, ça change aussi même la nature de la composition, et donc l'impact émotionnel, évidemment. C'est ce qu'on dit depuis le début, la composition est très importante. Voilà. En termes de ratio, il y a aussi le ratio, ça va être le ratio de l'image, c'est-à-dire le ratio entre longueur et largeur de l'écran. Il y a le 16 neuvième maintenant qui est devenu le standard moderne, donc pour une immersion moderne. C'est un format d'image large standard pour les écrans modernes, ce qui va offrir un champ visuel horizontal large. Donc 16 neuvième, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, c'est la taille, globalement, c'est que en largeur ici, ça va être, on va avoir, alors si on prend la partie la plus longue, donc on va parler de longueur ici, on va avoir une taille globalement un rapport de 16 et en hauteur ici, donc ça va être ici pour nous la largeur, on va avoir ici 9. C'est pour ça qu'on parle de ratio. En termes d'impact émotionnel, c'est approprié pour les scènes qui impliquent plusieurs éléments narratifs simultanément et ce qui permet de se concentrer sur l'action et d'immerger le spectateur dans l'espace. Idéal pour les films d'action, science-fiction, et ça utilise les bords du cadre pour ajouter de la tension et de l'information contextuelle. On a le ratio 4 tiers, justement, donc pareil, on raisonnait en termes de... c'est la ratio entre longueur et largeur, utilisé pour l'intimité et la nostalgie. C'est un format plus carré, comme on peut le voir sur la droite dans le Grand Budapest Hotel. C'était autrefois standard pour la télévision. Rappelez-vous, nos télévisions à l'ancienne, si vous les avez connues, étaient au format 4 tiers, n'étaient pas au format 16 neuvième. Certains films, justement, plus anciens. Aujourd'hui, c'est utilisé de façon esthétique pour créer une atmosphère plus intime et confinée, souvent associée à une esthétique justement rétro ou un effet de nostalgie. Ça limite la vision horizontale, évidemment, vous voyez, par définition, on ne voit pas les bords extérieurs, et ça recentre l'attention sur le personnage ou l'émotion au centre du cadre. Donc il y a un impact, justement, encore une fois, sur la réception émotionnelle de l'image.
Il y a d'autres formats évidemment. On va s'intéresser cette fois-ci aux mouvements de caméra, qui sont très importants aussi en termes de langage cinématographique. Donc, les mouvements de caméra sont essentiels en cinéma pour créer des émotions, renforcer la narration et influencer la perception du spectateur. En termes d'importance, un mouvement bien choisi peut transformer une scène en ajoutant de la dynamique et en modifiant l'impact émotionnel. L'objectif ici est d'explorer les différents types de mouvements de caméra et leurs effets émotionnels. On peut voir ici à droite justement, on parle de travelling, on parle aussi de dolly shot en anglais. Les deux termes sont en anglais, mais quoi qu'il en soit, on parle de mouvement dolly ou de travelling. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir par la suite. C'est juste que là ici, la caméra est posée sur des rails et on a nos personnages qui avancent et qui discutent en même temps, et la caméra les suit dans un mouvement assez fluide. Donc justement, le travelling, on parle aussi de dolly, consiste à déplacer la caméra physiquement sur des rails, un chariot ou en main pour suivre une action. C'est un mouvement de translation, c'est très important. Le travelling, pour nous, c'est un mouvement de translation le long d'une ligne droite, qu'elle soit horizontale ou verticale. Il y a le travelling frontal. Le travelling frontal c'est une approche progressive vers un sujet pour renforcer l'attention et créer une intensité dramatique et révéler des détails. Donc la caméra s'approche en fait du sujet tout en restant sur son axe. Il y a le travelling latéral. Cette fois-ci, c'est ce qu'on a vu sur le plan d'avant, où en fait la caméra les suit sur le côté, avec un déplacement horizontal. Et il y a le travelling vertical. Cette fois-ci, la caméra a tendance à monter vers le haut ou à descendre vers le bas, ce qui a montré la hauteur d'un décor et le mouvement ascendant-descendant, ce qui va renforcer l'impact évidemment visuel et émotionnel. Donc le travelling avant, en termes d'effet émotionnel, ça approche d'un personnage ou d'un objet pour renforcer l'intensité des émotions. C'est souvent utilisé pour ramener le spectateur plus près de l'action et créer un lien émotionnel. Par exemple, dans The Pursuit of Happiness, le travelling avant lors des moments clés souligne l'urgence des sentiments des protagonistes. Ici, en fait, la caméra est toujours à la même distance du personnage. Le personnage avance dans le plan, en fait, entouré de ce personnage de Will Smith, et la caméra avance au même rythme que le personnage. Il y a le travelling arrière. Le travelling arrière, ça crée un sentiment d'éloignement d'un personnage pour montrer la solitude ou le désespoir. Ça renforce la narration en révélant le contexte ou en créant un effet de surprise. Dans le film The Shawshank Redemption, en français Les Évadés, un excellent film que je vous invite à voir, qui est le film le mieux noté sur IMDb. Donc le travelling arrière, à la fin, révèle justement la libération et l'isolement simultané. Donc vous voyez, on voit ici nos personnages, c'est le directeur de la prison qui observe le trou qui a été creusé par le personnage principal pour pouvoir s'échapper. Et en fait, la caméra s'éloigne, ce qui montre l'effet d'étonnement et de surprise totale du directeur de la prison. Il y a ensuite le panoramique. Le panoramique, on a dit que le travelling, c'est un mouvement de translation, c'est-à-dire que la caméra bouge sur un axe, que ce soit un axe vertical ou horizontal, elle ne dévie pas, il n'y a pas de mouvement de rotation. Alors qu'ici, le panoramique consiste à faire pivoter la caméra justement sur son axe, horizontalement ou verticalement. En termes d'effet émotionnel, ça permet de présenter une vue d'ensemble et de créer un lien avec des éléments visuels. Dans le film Whiplash, justement, donc, le réalisateur Damien Chazelle est très connu pour utiliser des panoramiques rapides, justement. Ici, ça va permettre de suivre les mouvements des instruments et des musiciens, accentuant le dynamisme et le rythme des scènes musicales. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la scène à l'origine, le premier plan qu'on voit, c'est sur le professeur musical, qu'on voit à droite, et la caméra reste sur son axe, mais elle tourne, elle ne bouge pas la caméra, c'est juste la caméra qui tourne sur son axe, et on passe au batteur qui est en train de jouer. Et en fait, dans la séquence, si vous la regardez, on passe de l'un à l'autre. Il y a un effet de ping-pong. Voilà. Ça permet de créer une continuité, pas de point de coupe, parce qu'on aurait pu passer du plan à droite au plan à gauche. Et là, en fait, ça crée un dynamisme parce que la caméra bouge, donc ça crée un effet de continuité dans l'action. Le panoramique horizontal, ça permet de suivre un personnage, ce qu'on avait tout à l'heure, l'exploration d'un paysage, ça renforce le sentiment d'espace et de mouvement. On parle aussi de panoramique verticale, avec le terme tilt qui revient. On peut l'utiliser
Nous, on a parlé du tilt pour créer un effet de débulé. Vous pouvez garder en fait le terme débulé, mais un effet de tilt aussi peut être désigné pour créer justement, pour parler d'une caméra qui est légèrement débulée justement. Mais en anglais, la panoramique verticale, on parle plutôt de tilt. Ça est utilisé pour révéler la hauteur et l'ampleur d'un objet ou d'un environnement. Vous voyez, donc là, cette fois-ci, la caméra va bouger dans ce sens-là. Il y a ensuite le plan séquence. Donc le plan séquence, c'est un long plan continu sans coupure qui va suivre un mouvement de caméra. Ça crée une immersion totale et intensifie l'engagement émotionnel. Ici, on peut le voir à droite. Alors, c'est mieux de le voir en vidéo, mais sachez que toutes ces images en fait sont en continu. Il n'y a pas de coupure en fait entre chacun de ces plans. Euh, c'est le plan séquence d'ouverture. De toute façon, tout le film Birdman, c'est un long plan séquence avec des coupes malines qu'on ne voit, en fait, des coupes invisibles qu'on ne voit jamais. Donc, on a l'impression de regarder un long plan séquence du début jusqu'à la fin. C'est le choix du réalisateur ici. Et ça permet de renforcer justement le chaos émotionnel et la tension du personnage. Quelques autres mouvements, donc on a le Steadicam. En fait, c'est plus une technique, mais qui a été maintenant, qui est connue aussi comme un mouvement de caméra spécifique. Donc le Steadicam, c'est un dispositif qui stabilise en fait la caméra tout en permettant un mouvement fluide, même dans des environnements en mouvement. Donc on peut voir ici à droite sur le tournage de Shining, c'est une des premières fois que c'est utilisé. Ici, le caméraman porte une caméra stabilisée, qu'on appelle justement le Steadicam. En fait, il y a un effet de stabilisation. Vous voyez qu'évidemment, quand on bouge, la caméra peut bouger en même temps que nous. Et bien ici, par un système d'équilibrage, en fait, ça permet d'avoir la caméra qui ne bouge jamais, malgré le fait que le caméraman, lui, marche, court, etc., etc. Alors, ça crée un effet de fluidité et d'immersion supplémentaire. Ça permet des prises de vue en mouvement sans trembler et ce qui va offrir justement une meilleure immersion. On peut penser justement à Shining avec la caméra qui suit Danny quand il fait du vélo, ce qui va créer et renforcer une atmosphère angoissante avec ce côté un peu fantomatique qui poursuit le jeune Danny. Il y a des effets de rotation et de distorsion visuelle. L'idée de l'effet de rotation, on peut penser un peu au tilt ou à l'effet débulé de tout à l'heure, mais c'est incliner ou faire des rotations de la caméra pour créer une perspective unique. C'est utilisé pour traduire l'instabilité émotionnelle ou le désarroi. Dans Inception, justement, les rotations ici créent une sensation de désorientation ou d'imprévisibilité. Les décors eux-mêmes sont en train de bouger, la caméra elle-même est en train de bouger, ce qui crée justement, dans le cadre d'Inception, euh, ça renforce en fait ce sentiment d'onirisme, quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas dans notre monde. Il y a aussi l'utilisation de la grue ou du drone. Euh, la grue, ce sont des outils ici qui permettent des mouvements verticaux et aériens, ce qui va offrir des angles de vue uniques. Donc les mouvements aériens, la grue permet des mouvements fluides de haut en bas, tandis que les drones offrent des perspectives aériennes. Évidemment, je ne parle pas ici de l'hélicoptère. Ce qui était plus utilisé avant la démocratisation du drone, c'est évidemment filmer avec des hélicoptères, mais maintenant, c'est plus sécurisé en fait de filmer avec des drones euh, qui nous permettent d'être pilotés à distance. Dans The Revenant, justement, il y a un plan en grue qui survole un individu qu'on peut voir ici, hein, donc tout ça est en continu, près d'une chute d'eau qui s'élève pour révéler un groupe d'hommes en arrière-plan avant de redescendre à nouveau vers la chute. Justement. En termes de caméra embarquée, la caméra est fixée à un véhicule ou à un acteur pour suivre les mouvements de manière fluide. Ça crée une immersion forte et un sentiment d'urgence. Dans le film Children of Man d'Alfonso Cuarón, les scènes de poursuite à la caméra embarquée offrent une expérience immersive, voire même un plan séquence assez fou en fait qui a été fait dans Children of Man où il y a une caméra embarquée dans une fausse voiture en fait dans une voiture modifiée qui permet de suivre la réaction des personnages qui tournent autour. Donc je vous invite à aller voir la vidéo par vous-même, que ce soit la vidéo du film ou le making of, qui nous permet de voir globalement la réaction des personnages qui sort de la voiture pour voir la voiture dans un plan d'ensemble, qui revient dans la voiture, etc. etc. C'est très fort en termes de mise en scène et de technicité aussi. Il y a la technique du Snorricam. Donc, la technique de la Snorricam, c'est que vous imaginez votre acteur, vous fixez la caméra sur son corps, donc elle le filme directement, et justement, ça va offrir une perspective immersive et unique sur ses mouvements. Donc en fait, dès qu'il va bouger dans un sens ou dans un autre, la caméra va toujours être
fixé sur son visage, ça crée un sentiment très particulier avec le personnage. Alors il y a, pareil, je vous invite à regarder le making-of très récemment dans le film Bad Boys qui est sorti en 2024. Il y a la Storycam qui est utilisée de façon très maligne et très intelligente d'un point de vue de mise en scène. Donc la caméra, vous voyez qu'elle est fixée sur Will Smith. Donc on va voir en fait ses réactions, vous voyez en bas là, tout en bas à droite, on le voit en train de viser avec son arme. C'est la caméra qui le filme, mais c'est fait de façon très maligne en l'occurrence, c'est que c'est l'acteur lui-même qui tourne la caméra en fait pour passer dans un point de vue subjectif. Donc en gros, si vous regardez la séquence qui est très intéressante d'un point de vue de la mise en scène, on passe d'un point de vue sur le comédien à un point de vue subjectif en un éclair de mouvement en fait. Et donc ça crée une sensation d'immersion, ça renforce en fait l'impact de cette scène-là. En plus, c'est original en termes de mise en scène. Et la caméra à la main, la caméra, c'est tout simplement prendre la caméra, suivre les personnages. S'ils courent, on court avec eux, donc ça va créer un effet de, de réalisme supplémentaire, parce que la caméra à la main, à l'origine, c'est utilisé pour filmer pendant les guerres, suivre les soldats, etc. Ça va renforcer le réalisme, l'authenticité des émotions. Par exemple, dans le projet Blair Witch, la caméra à la main amplifie la peur et l'incertitude en immergeant encore plus le spectateur dans l'expérience. On peut voir une image à droite, hein, ce sont les acteurs eux-mêmes qui filment. Donc déjà, ça a permis de faire des économies sur le budget, parce que c'est un des films les plus rentables en termes de... un budget quasi inexistant, mais une très forte rentabilité dans le cinéma. On peut voir justement un des protagonistes qui tient lui-même la caméra et qui filme les autres personnages, et ils se donnaient la caméra entre eux pour filmer les émotions. On va voir quelques techniques avancées de mouvement et d'innovation. Tout d'abord, il y a le plan circulaire qui nous permet une exploration des personnages. Donc le plan circulaire consiste à déplacer la caméra autour d'un sujet ou d'une scène, ce qui va offrir une vue à 360 degrés. Ce mouvement crée une connexion intime avec le personnage, ce qui va révéler différentes facettes de sa personnalité et de son environnement, souvent utilisé lors d'une conversation entre plusieurs personnages pour accentuer l'attention. On peut le voir ici dans la scène initiale de Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. En fait, encore une fois, c'est un plan séquence. C'est la caméra elle-même qui tourne autour des personnages, vous voyez, donc il faut imaginer le mouvement, sinon allez voir encore une fois la scène pour voir le mouvement. Les personnages sont toujours positionnés là où ils sont, mais c'est la caméra qui tourne autour des personnages, ce qui amplifie l'atmosphère très oppressante de la scène, justement, qui est un moment évidemment très important du tout début du film. Il y a l'utilisation du ralenti ou de l'accéléré. Donc le ralenti en anglais c'est le slow motion et l'accéléré en anglais c'est le time-lapse. C'est des techniques cinématographiques qui modifient la vitesse de la vidéo pour accentuer ou atténuer l'impact émotionnel d'une scène. Le ralenti, ça crée une tension, par la définition, on ralentit le temps, donc on a plus le temps en tant que spectateur de voir des détails qu'on n'aurait pas vus à vitesse réelle. Et ça permet, c'est ça, d'absorber chaque détail. C'est utilisé dans les scènes d'action pour intensifier le suspense. Typiquement, on le voit à droite dans le film 300, justement, de Zack Snyder. Bah, Zack Snyder est connu pour les ralentis. Ça nous permet de voir encore plus les scènes de combat et de les apprécier, pourquoi pas. Il y a l'accéléré, donc c'est utilisé pour montrer le passage du temps, pour créer un effet comique, hein, ce qui permet de condenser des événements, mais en l'occurrence, dans Requiem for a Dream, donc un film totalement dramatique et tragique, il y a un accéléré des actions quotidiennes de la mère qu'on peut voir à droite. Pareil, allez voir les séquences en vidéo qui illustrent l'obsession qui s'empare progressivement d'elle, tout en accélérant justement le rythme frénétique de sa descente dû à sa consommation de drogue. Il y a le mouvement bullet time. Donc, le bullet time est une technique qui permet de filmer une action au ralenti tout en déplaçant la caméra autour du sujet, ce qui va créer un effet de perspective dynamique. La scène la plus connue, c'est celle de Neo dans Matrix, justement, où on lui tire dessus, c'est pour ça qu'on parle de bullet time. Et donc il évite la balle, mais en fait, pendant qu'il évite, la caméra elle-même tourne autour du sujet. Ça permet de capturer des moments de tension extrême tout en offrant une nouvelle perspective visuelle. Et donc, pareil, je vous invite, si vous n'avez toujours pas vu Matrix, au moins aller voir la séquence de bullet time en entière. Alors là, c'est pas une technique de mouvement autant que telle, c'est pas la caméra qui bouge, mais ce sont les nouvelles technologies, il faut en avoir conscience, c'est la technique de la performance capture. La performance capture, c'est une technologie qui enregistre les mouvements et les émotions d'un acteur pour créer des personnages numériques réalistes. C'est souvent utilisé en conjonction avec des caméras justement virtuelles. Donc, on
peut le voir, c'est très utilisé dans Avatar, ça a été utilisé aussi dans Seigneur des Anneaux aussi. Donc on peut voir ici les vrais acteurs et leur double numérique. Donc ça nous permet à la fois de capturer en fait les mouvements généraux, donc leur corps, leurs doigts, etc. Parce qu'il y a des billes en fait réfléchissantes qui sont mises au niveau du squelette en fait de chaque acteur. Donc en gros à chaque articulation en fait on a une bille qui permet de réfléchir en fait la position en 3 dimensions, une caméra qui filme en fait plein de caméras tout autour qui filment la position et après c'est numérisé et spatialisé dans un logiciel, mais aussi de façon plus impactante, la performance capture cette fois-ci c'est d'avoir en fait une caméra qui est mise comme en SnowRecam. Vous voyez qu'il y a une caméra là sur Kate Winslet qui filme son visage tout le temps. Et pareil, il y a des points réfléchissants qui permettent de capturer en fait toutes les émotions en temps réel de l'actrice ou de l'acteur. Voilà. Donc c'est de plus en plus utilisé, il faut en avoir conscience. C'est des techniques qui nécessitent des technologies supplémentaires et qui sont très intéressantes pour créer des mondes encore plus immersifs. Il y a aussi la caméra virtuelle et le volume. La caméra virtuelle va utiliser des environnements numériques en temps réel. Ça va être propulsé par des moteurs comme donc des moteurs de jeu, de jeux vidéo, comme Unreal Engine, pour capturer des scènes tout en intégrant des effets visuels directement sur le plateau. En termes d'impact émotionnel, on a la technologie qui est utilisée sur la série du Mandalorian qui s'appelle le volume en fait, ils appellent ça le volume. Les acteurs interagissent avec des décors numériques projetés sur des écrans LED justement tout autour, haute résolution, et qui sont basés sur du temps réel, en fait, donc des logiciels comme Unreal Engine, ce qui va offrir une immersion et des performances plus authentiques, et ça va renforcer l'émotion et la crédibilité d'une scène. Dans Mandalorian, le volume permet de créer des paysages galactiques immersifs sans décor physique, justement. Les écrans LED synchronisés à la caméra assurent un éclairage réaliste et une profondeur visuelle qui va rendre l'univers tangible pour le spectateur. Je rappelle qu'à l'origine, quand on veut filmer c'est le fameux écran vert, ça permet d'éviter l'écran vert, en fait, où l'acteur doit s'imaginer dans quel environnement il est. Pareil, en termes, si on travaille sur un écran vert, ben en fait, il faut recréer, il faut resimuler la luminosité ambiante, qui n'existe pas à l'origine, alors que les LED permettent de renforcer en fait le réalisme par une luminosité directe. Et pour le comédien, c'est quand même plus immersif d'être dans un environnement de type le volume avec ces écrans LED que d'être face à des écrans verts. En termes de lumière et de couleur. D'abord une petite introduction, l'éclairage est l'art de gérer la lumière pour accentuer l'ambiance, de diriger l'attention du spectateur et d'exprimer des émotions à l'écran. La lumière influence profondément la perception visuelle et émotionnelle d'une scène, ce qui contribue à créer des atmosphères spécifiques. On peut raisonner en termes de lumière naturelle et de lumière artificielle. Donc la lumière naturelle, ça apporte un réalisme brut et une proximité émotionnelle. C'est utilisé pour donner un effet de spontanéité et ça crée une ambiance intime et authentique. On peut le voir en haut à droite, un plan de The Tree of Life de Terrence Malick, qui est très connu pour utiliser la lumière naturelle pour filmer en fait et créer un sentiment de réalisme et d'onirisme en même temps. Vous voyez comment la lumière du soleil dans cette composition se réfléchit sur la femme et crée une ombre projetée très intéressante en termes de lignes directrices, etc. Donc ça crée un onirisme très authentique en fait. Il y a aussi la lumière artificielle, ça permet un contrôle précis des ondes, de l'intensité des couleurs. Donc en gros, on va utiliser des LED. On peut avoir soit une utilisation artistique de mise en scène, comme dans Birdman, on voit à droite ici avec plein de lumière tout autour du personnage. Donc là, c'est utilisé d'un point de vue diégétique, mais aussi on va utiliser en l'occurrence d'autres lumières de type LED justement pour pouvoir, qui ne sont pas diégétiques, qui sont là pour donner une atmosphère particulière à une scène précise. Quelles sont les bases de l'éclairage au cinéma? Il y a 3 types d'éclairage qui sont complémentaires. La première, on parle de key light. La key light, c'est la lumière principale, c'est la source de lumière principale qui éclaire le sujet. Elle crée des ombres et définit les formes du visage. Donc vous voyez qu'il faut à la fois en même temps regarder le petit dessin en haut à droite et l'impact sur le sujet. Donc vous voyez que la key light, c'est la lumière qui éclaire directement le personnage. Et vous voyez qu'en bas à droite, sur le personnage en question, on voit que ça crée des ombres très importantes, sans nuance.
Si c'est utilisé judicieusement, ça peut donner un sentiment de drame, de tension ou d'intimité selon son intensité et sa direction. De façon complémentaire, on va utiliser ce qu'on appelle une fill light, donc une lumière de remplissage. Donc c'est une deuxième source de lumière qui est un peu moins intense, qui est différente par rapport à la lumière principale, qui est mise un peu plus sur la droite. Ça va permettre d'adoucir les ombres créées par la key light. Vous voyez que si on met que la key light, on a des ombres très contrastées, en éclairant les zones d'ombre sans éliminer complètement justement les contrastes. En équilibrant les ombres, ça permet de donner une sensation de confort et de chaleur et favoriser une connexion plus profonde avec le personnage. Vous voyez qu'en fait, si on n'était que sur la fill light, c'est l'image tout en bas à droite, c'est une lumière qui existe, qui est moins intense, et combinée avec la key light, ça va permettre de nuancer un peu les contrastes qui sont très forts si on n'utilisait qu'une seule key light, qu'une seule source de lumière. Il y a enfin la backlight, donc la lumière d'arrière-plan, qui est positionnée derrière le sujet, qui crée un halo lumineux et qui le sépare en fait de l'arrière-plan, et ça ajoute justement de la profondeur à l'image. Vous voyez sur celle qui est au centre, on a une lumière qui vient de derrière, on voit comme ça un halo autour de ses cheveux et de son visage, qui permettent justement de le détacher en fait de son arrière-plan. Et ce backlight, s'il est utilisé tout seul, ça peut évoquer une sensation de mystère ou de danger et créer des silhouettes dramatiques, ce qui va souligner l'importance du sujet dans le récit. Mais dans un éclairage global, je vous ai dit, l'idée c'est d'associer ces trois types de lumière, ces trois sources de lumière principales justement, pour renforcer l'impact et créer une image qui est de type cinématographique, qui n'est pas une image basique. Justement. En général, avec une image basique, filmée, on va utiliser une seule source de lumière. Là, en l'occurrence, je ne fais pas du cinéma, donc je n'ai qu'une seule source de lumière qui me permet de me détacher un peu, parce que sinon ça peut être un peu sombre. Je suis en arrière-plan, je vous rappelle que j'ai des fenêtres derrière moi. Donc, si j'avais pas la lumière qui est en face de moi, vous ne me verrez même pas. Je suis obligé d'avoir une source de lumière pour contrer le contre-jour, en fait, justement. Donc voilà. En termes d'éclairage directionnel et d'intensité émotionnelle, il y a la lumière de face qui égalise les traits et crée un effet apaisant. Il y a le contre-jour, donc vous en parlez justement. On peut le voir ici avec Indiana Jones qui apparaît ici en contre-jour, en silhouette, et qui va renforcer ainsi son côté iconique, notamment avec son fameux chapeau. Et il y a l'éclairage latéral qui joue avec les ombres et donne de la profondeur, souvent utilisé pour montrer les conflits internes d'un personnage. Il y a l'utilisation du clair-obscur et de ses effets. On peut s'intéresser aux effets psychologiques du clair-obscur. Donc, petit rappel, hein, le clair-obscur, c'est une méthode de peinture à l'origine, justement, créée notamment développée par le Caravage. C'est une technique comme son nom l'indique très bien, en fait, clair-obscur, c'est des techniques de contraste très fort entre lumière et ombre. En termes d'effets psychologiques, ça crée une atmosphère très dramatique et mystérieuse, souvent associée à la dualité du bien et du mal ou d'un conflit intérieur. On peut le voir ici dans $1 Baby, hein, le clair-obscur illustre la relation profonde et complexe entre Maggie et Frankie, mettant en lumière à la fois leur connexion émotionnelle et leurs conflits internes. Vous voyez ici sur l'image, les personnages sortent quasiment de l'obscurité en fait. Vous voyez que Clint Eastwood, le personnage, est quasiment dans l'ombre. Il n'y a qu'une petite partie de son corps qui est visible, alors que le personnage de Maggie ici est totalement dans la lumière. Et vous voyez que même l'arrière-plan disparaît totalement, il est totalement dans l'obscurité. Vous voyez, donc ça crée une composition très intense de par ce contraste très fort entre lumière et ombre. En termes de palette des couleurs, on en a parlé, en termes de symbolisme. Ici, il faudrait raisonner plus en termes de lumière, de couleurs chaudes, le rouge, l'orange, on en a discuté, passion, chaleur, danger. Couleur froide, ça va suggérer la distance, la mélancolie. Couleur plutôt neutre, des environnements réalistes et subtils. On peut avoir aussi deux types d'éclairage. Un éclairage doux, donc ça va être sur l'intensité, hein, donc la tendresse, l'intimité, ou un éclairage dur qui va accentuer le drame, le suspense ou la brutalité. On peut utiliser le noir et blanc comme choix artistique, c'est utilisé pour simplifier la palette visuelle et accentuer le contraste et les textures. Ça va donner un effet intemporel et solennel, voire nostalgique. On a parlé tout à l'heure du film La liste de Schindler. Donc le film est entièrement tourné en noir et blanc, mais il y avait un seul élément qui est en couleur, c'est la fameuse petite fille au manteau rouge. C'est la seule chose qui est colorée dans tout le film. Donc c'est utilisé d'un point de vue symbolique pour illustrer justement l'innocence de cette petite fille et l'horreur de la guerre. Je vous laisse évidemment vous lancer dans la liste de Schindler.
Il y a aussi de la technique de la nuit américaine, c'est une technique de tournage qui simule la nuit en filmant de jour avec des filtres et des réglages spécifiques. C'est utilisé pour capturer des scènes nocturnes sans les contraintes techniques de faible luminosité. Donc, la nuit américaine repose sur tout d'abord un filtre bleu, on a parlé tout à l'heure des filtres, on va mettre un filtre bleu pour ajouter ce côté, vous voyez sur l'image là, à droite dans Mad Max Fury Road, cette sensation de bleu comme si c'était en fait un peu la nuit. On va sous-exposer, donc régler la caméra pour réduire la lumière captée en accentuant l'effet de nuit. Et on va manipuler les ombres pour positionner la caméra et les choix d'angle pour masquer les sources de lumière directe et maximiser justement les zones d'ombre. En termes d'impact émotionnel, ça crée une ambiance onirique. La nuit simulée crée un effet légèrement irréel, parfois pour des atmosphères mystérieuses ou surréelles. En termes de réalisme modéré, ça peut adoucir l'intensité des scènes nocturnes, en rendant l'action plus visible tout en maintenant l'ambiance sombre. En termes de symbolisme visuel, en approfondissant un peu le sujet, on l'a dit, hein, c'est utiliser des objets ou autres pour véhiculer des idées abstraites ou émotionnelles sans recourir justement au dialogue. Les objets présents dans le cadre, par exemple une horloge peut symboliser le temps qui passe, peuvent offrir des indices subtils sur le thème ou l'état d'esprit des personnages. Dans Citizen Kane, justement, la boule de neige, symbolise la nostalgie et l'innocence perdue de Kane, enrichissant ainsi la compréhension du personnage. On peut utiliser la nature et les éléments comme métaphore. Ici, je me suis intéressé aux 4 éléments fondamentaux, donc le feu, la terre, l'eau et le vent. On peut les utiliser comme métaphore, et ça va représenter des émotions, des états de vie ou des forces externes. En termes d'impact, c'est utiliser ces éléments naturels peuvent exprimer des émotions universelles, tempête pour la colère, la lumière du soleil pour l'espoir, et renforcer justement la résonance émotionnelle auprès du spectateur. Donc, on voit ici Apocalypse Now pour le feu, le Seigneur des Anneaux pour ici avec l'élément de la terre, Avatar 2 avec l'eau évidemment, et The Revenant ici l'utilisation du vent et du danger, du froid tout simplement. En termes de symbolisme et de répétition visuelle, la répétition visuelle va consister à réutiliser le même motif, les mêmes images tout au long du film pour renforcer les thèmes, souligner les émotions, établir justement les liens profonds entre le récit et le spectateur. Chaque apparition d'un élément récurrent enrichit son impact symbolique, ce qui va orienter l'interprétation et marquer les esprits. En termes d'effet de répétition, on va créer des connexions thématiques. Lorsqu'un élément visuel réapparaît, comme le motif de l'œil dans Vertigo, il invite le spectateur à creuser le lien entre ces objets et le développement psychologique du personnage et l'évolution du récit. Il y a un renforcement de la signification, donc c'est la répétition qui va donner un sens aux choses. Ça va transformer l'élément en un symbole clé, comme on l'a vu dans le barin avec l'orange, devenant porteur justement d'une signification beaucoup plus complexe et ajouter une grille de lecture supplémentaire. En termes d'impact narratif, il y a un alignement émotionnel, voire un symbole récurrent permet au spectateur de comprendre intuitivement l'état d'esprit du personnage ou la tension de l'intrigue, ou la mémorabilité et l'unité visuelle. Donc la répétition donne au film une certaine identité visuelle cohérente et rend certaines scènes justement encore plus mémorables. On peut créer des doubles sens visuels. Le double sens visuel, c'est une technique où une image, une composition scénique est construite pour offrir plusieurs niveaux d'interprétation. Ça permet au spectateur d'extraire plusieurs significations ou d'anticiper justement un revirement narratif. Ce procédé invite le spectateur à une lecture en profondeur, ce qui va enrichir ainsi l'expérience cinématographique. En termes de technique de création de double sens, on peut superposer ou réfléchir, placer des personnages ou des objets de manière à ce qu'ils se reflètent ou se superposent visuellement, suggérant justement des liens cachés ou une dualité. Typiquement, utiliser par exemple le miroir, c'est très utilisé en termes de symbolisme. Utiliser des motifs, des couleurs, des objets qui portent un sens évident tout en dissimulant une symbolique cachée. En termes de choix de cadrage, les angles de caméra peuvent renforcer les doubles sens, par exemple en suggérant des relations hiérarchiques ou des perspectives multiples dans une même scène. Donc, les fameux miroirs, justement, c'est très utilisé pour exprimer les thèmes de la dualité, d'introspection ou de fragmentation de l'identité du personnage. Pourquoi ? Parce que ça représente la dualité et le conflit intérieur d'un personnage. Il peut y avoir une altération de la réalité, donc si imaginons que le reflet ne représente pas la réalité, c'est qu'il y a un problème de perception de soi. Et une fragmentation de l'identité, justement, utiliser des miroirs brisés ou multiples symbolise la complexité ou la désintégration d'un personnage. C'est très connu en termes de... C'est un lieu commun où un personnage se regarde dans le miroir et brise le miroir, justement, et on ne voit plus que son reflet qui est cassé dans le miroir. On peut avoir en tête la scène de la haine de Mathieu Kassovitz,
avec le personnage joué par Vincent Cassel ici. En fait, c'est un plan en vue subjective. Encore une fois, je vous invite à le voir pour voir tout le mouvement. Très malin, justement, encore une fois, euh, qui est très connu. On voit le personnage interagir avec lui-même face à son reflet. Il y a aussi les scènes contemplatives. Ce sont des moments de pause narrative qui ralentissent l'action pour inviter justement le spectateur à observer, à réfléchir ou à ressentir profondément l'atmosphère. Souvent, en général, sans dialogue ni mouvement majeur. L'idée, c'est de créer une immersion sensorielle, hein, donc ça exploite les éléments visuels, sonores et l'espace. Vous pouvez imaginer, je sais pas moi, un long plan sur la montagne, un long plan sur la plage, etc. En termes de réflexion et d'introspection, ça ralentit le rythme, ça permet au spectateur de s'immerger dans la psychologie du personnage ou dans la signification d'un environnement, ce qui amplifie ainsi l'engagement personnel. Ça accentue la thématique en utilisant la contemplation. Le réalisateur souligne des thèmes centraux comme la solitude, le passage du temps ou la beauté de la nature, ce qui renforce justement la portée symbolique du film. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.